La Banque de France a en effet publié il y a 2 semaines ses projections macroéconomiques intermédiaires selon lesquelles la croissance française en 2025 serait de seulement 0,7% et non plus 0,9%. Dans un contexte mondial particulièrement incertain et avec de nombreux défis à relever pour notre pays, votre analyse, monsieur le gouverneur, nous intéresse tout particulièrement. Je vous donne donc sans plus tarder la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, et merci de me recevoir aujourd'hui une nouvelle fois. Pardon, vous le savez. Ça marche ou... Oui, ça marche. C'est pas que mon propos soit à ce point exceptionnel, mais... D'accord. Vous le savez, la Banque de France est à votre service pour apporter son éclairage avec humilité, encore plus que d'habitude, sur ces temps économiques très incertains dont vous avez parlé. Assurément, nous vivons un retournement historique et notre réponse doit être à la hauteur de l'histoire. Mon propos articulera donc ce matin en introduction 2 forces nécessaires pour la France et l'Europe. Il nous faut d'abord faire preuve de lucidité. Le moment est dangereux, mais la France a des atouts. Et ensuite, nous devons bien sûr être déterminés. Il est plus que temps de retrouver la maîtrise de notre destin, y compris économique. Je commence par la lucidité face à l'imprévisibilité américaine qui marque désormais l'environnement économique international. Par ses décisions et revirements, M. Trump déstabilise le système multilatéral. Ce retournement renforce les risques de long terme, qu'ils soient d'ordre financier, pensons aux cryptoactifs ou à l'intermédiation non bancaire, ou d'ordre climatique. Mais à court terme, ce retournement dessert déjà les États-Unis. En témoigne, ça n'a peut-être pas été beaucoup noté, la dégradation des prévisions de la Réserve fédérale américaine en termes de croissance, moins 0,4 points en mars par rapport aux prévisions de décembre, à 1,7%, et dégradation en termes d'inflation, montée à 2,7% au lieu de 2,5% pour l'année 2025. C'est la manifestation d'une stratégie que l'on peut qualifier de perdant-perdant de l'administration Trump. Celle-ci semble en effet se représenter l'économie mondiale comme un jeu à somme nulle, où les gains des uns résultent nécessairement des pertes des autres. C'est une méprise lourde. L'échange des idées, des talents, des biens et services est mutuellement bénéfique. Toujours, le protectionnisme pénalise d'abord les pays qui l'initient, nous sommes en train de le voir, à commencer par leurs propres consommateurs qui doivent payer plus cher leurs achats. Mais l'imprévisibilité et les tensions commerciales seraient aussi coûteuses pour l'Europe, certes dans une moindre mesure. Nous avons estimé qu'une hausse de 25 points des droits de douane américains, si elle intervenait au 2e trimestre, y aurait un impact inflationniste limité en Europe, mais pourrait diminuer le PIB de la zone euro d'environ 0,3% en année pleine. L'impact sur l'économie française, je viens de citer l'impact sur la zone euro, serait moindre du fait d'une exposition des exportations de biens françaises au marché américain inférieure à la moyenne européenne. D'après nos projections, vous en avez parlé, et avant cet effet éventuel, la croissance française est ralentie, mais restera positive en 2025 à 0,7%. L'inflation demeurerait contenue à 1,3% en indice harmonisé. Notre prévision demeure donc, j'y insiste, celle d'une sortie de l'inflation sans récession, avec une reprise progressive du pouvoir d'achat salarial. Le salaire moyen par tête a déjà augmenté plus que l'inflation en 2024. L'environnement est donc plus dangereux, je veux le dire clairement, mais il y a 2 éléments plus positifs. Le premier est national. Notre économie, à côté de problèmes évidents sur lesquels je reviendrai, conserve de sérieux atouts que souvent nous voyons moins. Notre travail, d'abord, qui est le seul pilier durable de notre prospérité. Il n'y a jamais eu autant de Français au travail qu'aujourd'hui, plus de 30 millions, et c'est aussi vrai en heures travaillées. Même si, j'y reviendrai, nous devons faire mieux, notre pays a créé depuis 10 ans 2,2 millions d'emplois en net. Ensuite, la force de nos entreprises, des TPE-PME jusqu'aux grandes entreprises actives sur la scène internationale, en passant par 400 000 créations de nouvelles entreprises en 2024, c'est 30% de plus qu'il y a 10 ans. Enfin, nous disposons d'une épargne financière abondante des ménages de 6 300 milliards, du fait d'un taux d'épargne parmi les plus élevés d'Europe à 18%.
Il ne s'agit pas évidemment de se contenter de ces atouts, mais désormais de les mobiliser mieux. Le second atout tient à notre participation à l'Union européenne. C'est dans ce monde plus dur, incontestablement plus dur, le bon échelon pour répondre aux défis de souveraineté. Ensemble, on ne le dit pas toujours, notre marché unique pèse autant que celui des États-Unis, même s'il est moins attractif. Nous avons conquis notre souveraineté monétaire, heureusement, grâce à l'euro, et qui bénéficie d'un soutien historiquement élevé, 81% des Européens, 76% des Français. Et je le souligne, la victoire de l'eurosystème contre l'inflation est quasi assurée. Nous avons pu ainsi baisser significativement déjà les taux d'intérêt et nous avons encore une marge de baisse pragmatique. Nous y reviendrons sans doute dans notre échange. Voilà pour la lucidité. Mais nous devons aussi être déterminés. Attendre passivement, assis sur nos quelques atouts, serait le chemin assuré de l'enfoncement. La mauvaise nouvelle du retournement américain ne peut devenir une force motrice pour la France et pour l'Europe qu'à une condition, que nous voulions aujourd'hui retrouver la maîtrise de notre destin économique et budgétaire. Alors permettez-moi une métaphore automobile un peu simple, cela implique un frein et un accélérateur. Pour d'abord reprendre le contrôle de nos finances publiques, nous devons arrêter la croissance en volume de nos dépenses publiques. Plus la France est endettée, plus elle dépend aujourd'hui du reste du monde. Notre dette publique est passée de 30% à 110% du PIB en 40 ans. Les intérêts en dépassent malheureusement déjà notre budget de défense et bientôt celui de l'éducation nationale, dépense d'avenir par excellence. La cause de cette maladie française est bien connue. Depuis trop longtemps, nos dépenses publiques croissent plus vite que nos recettes. Au total, et avec le même modèle social européen auquel je crois profondément, je l'ai déjà dit devant votre Assemblée, notre pays dépense plus de 9 points de PIB de plus que ses voisins, soit un écart d'efficacité atteignant 260 milliards d'euros. Je ne dis pas qu'on peut faire 260 milliards d'euros d'économie d'un claquement de doigts, mais c'est quand même un chiffre important. Alors il faut d'abord tenir le déficit à 5,4% cette année, et c'est encore accessible, nous en reparlerons sans doute. Au-delà de cette année, et je vais y insister un peu, le chemin du redressement est difficile, mais il est possible. Alors il repose sur ce que j'appelle une triple équivalence en termes d'objectifs chiffrés. Il se trouve que c'est une coïncidence dans le cas de la France. Stabiliser enfin notre dette publique. C'est équivalent à atteindre l'équilibre primaire hors charge d'intérêt, et donc réduire notre déficit total à 3% en 2029. C'est aussi équivalent, c'est la troisième équivalence, à stabiliser nos dépenses publiques totales en volume sur la période 2025-2029 à prélèvements fiscaux inchangés. Alors à propos de prélèvements fiscaux, j'avais relevé à l'automne dernier que des hausses d'impôts ciblées et justes devaient être envisagées. Elles ont eu lieu dans le budget 2025. Et la priorité est maintenant l'efficacité des dépenses. J'ai cité un effort de stabilisation des dépenses en volume. Ce n'est donc pas un recul brutal et aveugle, j'y insiste. Mais il doit être, pour être réalisé, partagé par l'ensemble des administrations publiques. Alors en premier lieu, bien sûr, l'État, dont le budget a commencé à reculer depuis 2 ans, moins 0,4% par an en volume, mais aussi en incluant les dépenses sociales et locales, qui représentent ensemble 64% de nos dépenses totales et continuent malheureusement à augmenter de 2% environ par an en volume. Un effort pour la défense, qui est légitime, ne peut pas et ne doit pas être le retour du quoi qu'il en coûte. Il est une raison supplémentaire de viser cette stabilisation globale des dépenses maintenant, sans plus tarder. Alors, j'ai parlé ensuite d'un accélérateur. À côté de l'arrêt de la croissance de nos dépenses publiques, nous devons viser d'accélérer la croissance de notre économie. 2 leviers peuvent être combinés, je crois, avec l'objectif de porter le rythme de notre croissance potentielle, la vitesse de croisière de l'économie, d'environ 1% actuellement, ce qui n'est pas assez, jusqu'à 1,5% d'ici 2030. Ceci nous paraît faisable
D'abord en activant un levier français. Ça ne se fera pas tout seul, j'y insiste. Mais le levier français, c'est qu'il nous faut travailler plus collectivement. J'ai souligné que notre travail est la clé décisive de notre prospérité. Malgré de nets progrès à cet égard, je l'ai dit sur l'emploi, nous devons augmenter l'emploi de nos jeunes, notamment les moins qualifiés, et de nos seniors. Nous avons, sur les jeunes comme sur les seniors, un retard de taux d'emploi de plus de 15 points avec l'Allemagne. Nous devons aussi travailler mieux. Notre productivité peut progresser, notamment grâce à la diffusion massive et positive de l'intelligence artificielle. À côté de ce levier français, le deuxième levier est européen. Je vais le rappeler rapidement avant de conclure. Les rapports Letta et Draghi l'an dernier, ainsi que la boussole pour la compétitivité de la Commission publiée en février, présentent des diagnostics remarquablement convergents sur les réformes nécessaires, sans coût budgétaire. Il se résume à 3 impératifs, 3 I, ou, si l'on préfère, la taille multipliée par le muscle, multipliée par la vitesse. Je les cite juste, car là aussi, je pense que nous y reviendrons dans notre échange. Première I, intégrer plus le marché unique, ça c'est la taille. Ensuite, investir mieux, c'est notamment le muscle financier de l'union de l'épargne et de l'investissement. Et enfin, innover plus vite, c'est la vitesse. L'Europe a besoin de simplification, moins de bureaucratie, de procédures et de délais. Soyons clairs cependant face aux tentations exprimées outre-Atlantique, simplifier, ce n'est pas déréguler, nous en reparlerons sans doute. Permettez-moi, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, de conclure en revenant à ce défi historique qui est le nôtre. Nous sommes un vieux et grand pays qui a surmonté plusieurs crises graves, y compris financières, dans son histoire. Le passé nous apprend, si je peux le dire modestement comme citoyen passionné, les ressorts du sursaut. Pour élever notre niveau de débat et d'action, il faut d'abord en allonger l'horizon de temps, au-delà des fixations successives de l'instant, et il faut aussi en élargir le champ, au-delà de nos querelles franco-françaises. La Banque de France est plus que jamais à la disposition des élus de la nation, dans ces responsabilités lourdes qui sont les vôtres, je le dis avec reconnaissance, au service de l'intérêt national. Pour le dire d'une phrase, face au renoncement américain, ce peut être notre moment français et européen, si et seulement si nous le voulons. Merci. Bon, monsieur Pain, on n'est pas dans une AG ici. Bien, allez, j'ai plusieurs questions. J'ai plusieurs questions à vous poser, donc je vais essayer de les lire assez rapidement. Ma première question, François Villeroy-de-Galhau, c'est lors de la présentation du PLF en octobre dernier, la croissance prévisionnelle évaluée à 1,1% pour 2025 avait été considérée comme un peu élevée par le Haut Conseil des finances publiques. Lorsque le HCFP a été saisi en janvier sur les hypothèses macroéconomiques dégradées du gouvernement Bayrou, il a là encore estimé que la nouvelle prévision de 0,9% était certes atteignable, mais optimiste. Un mois après l'adoption du budget, vous présentez une prévision de croissance de 0,7%, qui donne encore plus de crédit à l'avis du HCFP. Mais depuis vos travaux, les incertitudes internationales n'ont fait que croître. Incertitudes sur les droits de douane, augmentation des dépenses militaires, etc. Attitude des États-Unis, vous l'avez dit. Ces éléments n'ont pas été pris en compte directement dans vos prévisions, mais depuis, est-ce qu'il y a d'autres analyses ont été conduites et devons-nous nous attendre à une aggravation de l'activité ou au contraire un sursaut? Une première question. Je propose de répondre. Oui. Alors nous sommes effectivement à 0,7. Dans le passage de 0,9 à 0,7, l'incertitude internationale est déjà prise en compte. Nous avons mis une part de ce que les économistes appellent le jugement. Maintenant, nous n'intégrons pas tout, et je crois que vous l'avez dit justement, ça va dépendre de ce qui se passe sur les mesures Trump, pardon de les appeler comme ça, et de leur imprévisibilité, et l'incertitude n'aide pas.
Voilà. Là où nous sommes, je crois, solides dans notre scénario, c'est qu'il s'agit d'une croissance ralentie, mais positive. Merci. Je m'interroge effectivement, puisque vos prévisions sont plus optimistes pour 2026 et 2027. Selon vos projections, le PIB progresserait de 1,2% en 2026 et de 1,3% en 2027. Qu'est-ce qui justifie cette accélération de l'activité? La consommation et l'investissement ne risquent-ils pas, au contraire, d'être heurtés par le contexte international, y compris pour ces années-là? Par ailleurs, les services de Bercy estiment qu'environ 35 millions d'euros d'économies supplémentaires s'imposeraient en 2026 et 100 milliards d'euros d'économies supplémentaires d'ici 2029 sont nécessaires pour passer les 3% de déficit public. Et ça ne tient pas compte de l'éventuelle augmentation de la loi de programmation militaire, même si, lors de la réunion de la base industrielle et technologique de la Défense la semaine dernière à Bercy, celle-ci n'a été finalement estimée qu'à 2,6 milliards d'euros de plus. Donc j'ai du coup deux questions. Est-ce que l'effet de ces mesures ne pourrait pas avoir un effet récessif sur la croissance? Vous comprendrez que je pense que oui, mais je voudrais avoir votre avis. Et puis la deuxième, c'est qu'à partir du moment où ce qu'on a documenté depuis maintenant des années, c'est que le déficit en France est d'abord dû à la baisse des recettes et non pas à l'augmentation des dépenses, est-ce que vous ne croyez pas que c'est ce levier qui devrait être activé, celui des recettes? Alors, là aussi, je réponds Oui, tout de suite. D'abord, sur la prévision de reprise très progressive, 1, 2, 1, 3, elle se fonde pour nous sur ce que je soulignais sur le succès de la désinflation et du coup le retour du pouvoir d'achat salarial. Alors, ça va dépendre du taux d'épargne, je vais en reparler, mais le pouvoir d'achat salarial est évidemment celui qui est le plus attendu et le plus sensible pour nos concitoyens. Le pouvoir d'achat ne s'est pas si mal défendu en France à travers l'épisode d'inflation, mais la composante salariale était plutôt négative. Je crois que là, nous avons un élément de reprise de la consommation sous réserve que ce supplément de pouvoir d'achat ne soit pas massivement épargné, ce qui renvoie à l'incertitude et aussi à la question de la dette. Mais nous avons d'assez bonnes raisons de penser, sans maîtriser les incertitudes, que ceci jouera. Ça fonde d'ailleurs la même prévision au niveau européen de la BCE de reprise progressive. Alors ensuite, sur les finances publiques et l'effet récessif. Alors, c'est un débat, Monsieur le Président, extrêmement lourd, qui a beaucoup dominé notre débat de finances publiques. Je crois que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, et on a beaucoup souligné l'incertitude, dans l'inquiétude des Français qui explique une partie de leur taux d'épargne, il y a la situation internationale, il y a aussi le fait que la question de la dette, on le voit par ailleurs dans toutes les enquêtes d'opinion, monte très fortement. Et qu'aujourd'hui, un programme de redressement budgétaire qui a un effet keynésien négatif auquel vous faites allusion, est contrebalancé par un effet positif de confiance. Vous pouvez d'ailleurs regarder nos prévisions depuis septembre dernier, et Dieu sait qu'il y avait un élément, au fond, de choix dans le chiffre de déficit. On ne savait pas à l'époque ce que c'est le chiffre de déficit, mais sont assez peu sensibles à l'effet budgétaire, parce que l'effet confiance contrebalance l'effet keynésien. En ce qui concerne l'origine de ce déficit, alors, un certain nombre de baisses d'impôts ont pu jouer un rôle, et je souligne que je crois que ça justifiait les baisses d'impôts ciblées dont j'ai parlé à l'automne dernier. Le taux de prélèvement obligatoire en 2025 reste plus bas que celui de 2023. Pour autant, quand on compare quand même la France à ses voisins européens, nous avons à la fois des prélèvements obligatoires nettement plus hauts que les autres, et des dépenses encore plus hautes. Donc je crois que quand même nous avons un sujet d'efficacité des dépenses. J'ai proposé de le traiter par une stabilisation globale, encore une fois, pas par un recul brutal et aveugle. Merci. Le rapport annuel de la Banque de France relève que la désinflation a permis un redressement du pouvoir d'achat des ménages en 2024, les salaires par tête augmentant plus vite que les prix. Pouvons-nous en conclure que le salaire réel est plus élevé qu'avant la crise? Il me semble effectivement qu'il n'a toutefois pas retrouvé son niveau pré-2020. En corrigeant le salaire mensuel de base de l'inflation, les données de la DARES montrent qu'il a baissé de presque 3% entre 2017 et fin 2024. Et vous notez également une grande hétérogénéité selon les ménages. Donc ma question, c'est qui sont les gagnants et les perdants? Et est-ce qu'on ne peut pas conclure aussi à un risque de précarité grandissante? Je fais là référence notamment à l'enquête du CREDOC conduite en octobre 2024, qui montrait justement que sur un panel de 3000 personnes, 36% des Français et 43% des ménages les plus modestes
indiquaient avoir bouclé juste leur budget, ce qui est beaucoup plus nombreux qu'en 2023. Alors, j'avoue que je ne sais pas vous dire de chic quelle est l'évolution du salaire réel, mais qu'on puisse vous passer les chiffres dans les prochaines heures, sachant, et je reconnais que c'est une difficulté statistique dont nous ne sommes pas responsables, mais qu'il y a toujours plusieurs concepts de salaire. Il y a la DARES, est-ce qu'on inclut la prime de partage de la valeur, les diverses classifications, etc. Voilà, mais on vous passera les chiffres, tout compris de l'évolution de la rémunération. Sur la répartition, il n'y a pas d'énorme différence. S'il y a une petite différence, elle semble jouer heureusement un peu en faveur des salariés les plus proches du SMIC, puisque c'est une caractéristique française, et je redis que je la trouve heureuse, c'est que le SMIC est protégé de l'inflation. Et donc, je vous dis ça de mémoire, mais là aussi on passera les chiffres, l'augmentation salariale sur les déciles les plus bas, et notamment le premier décile, a été plus forte que sur les déciles les plus élevés. Ce n'est pas d'énormes différences. Reste la question que vous posez, évidemment centrale, de la précarité pour un certain nombre de nos concitoyens. L'enquête Crédoc l'avait mesurée. Nous l'avons vu aussi à travers la reprise des dossiers de surendettement. Je rappelle le surendettement, puisque j'ai parlé d'un certain nombre de succès français. C'est un succès du législateur. Le nombre de dossiers de surendettement a baissé de 42% en 10 ans, de 2014 à 2024. Mais nous avons vu, en 2024, une reprise. Et nous sommes frappés, quand nous regardons ces dossiers, que souvent, par ailleurs, nous présidons l'Observatoire de l'inclusion bancaire créé par la loi de 2013, que souvent ces difficultés touchent d'abord ceux qui sont même en dessous du salariat, voire en dessous d'un certain nombre de prestations sociales. C'est des situations de plus grande précarité. Et ces personnes ont été évidemment dans la plus grande difficulté pour faire face à l'inflation. Nous voyons aujourd'hui, si je prends le thermomètre du surendettement, ça n'est pas le seul, plutôt une tendance à la décélération de la hausse sur les 2 premiers mois de l'année. 2025, nous sommes à plus 3%. Donc j'espère que nous allons vers une stabilisation au fur et à mesure que nous sortons de l'inflation. Mais incontestablement, ça a frappé notamment ceux de nos concitoyens qui n'avaient pas de revenus salariaux ou sociaux. Okay. J'ai une dernière question. J'ajoute, pardon, peut-être un point, Président, dans votre sens, c'est que, évidemment, la part de la consommation par rapport aux revenus est beaucoup plus forte chez nos concitoyens les moins favorisés. Et comme l'indice des prix à la consommation touche cette partie, il n'y a pas l'amortisseur de l'épargne. J'ai une dernière question à vous poser. En 2024, la Banque de France a enregistré une perte sans précédent, 17,9 milliards d'euros, en partie couverte par une mobilisation des réserves. C'est donc un exercice qui affiche un déficit de 7,7 milliards d'euros. On peut penser que la réponse est dans la politique monétaire des 2 dernières décennies. Avec la remontée des taux, la Banque de France a dû verser en effet 19 milliards d'euros aux banques en contrepartie de leurs dépôts, constitués des liquidités mises à leur disposition après les crises de 2008 et du Covid. La quasi-totalité des réserves de la Banque de France a donc été mobilisée pour verser des intérêts à des acteurs financiers privés parce qu'ils ont réalisé des bénéfices en partie grâce à elle et l'État a été privé du versement de son dividende. Ne pouvons donc pas regretter la réponse apportée aux crises. N'aurait-il pas été possible de mieux flécher ces fonds afin de développer l'emploi, les services publics ou investir pour la bifurcation écologique au lieu en partie de favoriser finalement la spéculation et les dividendes du CAC 40 ? Au regard du contexte international, j'estime assez probable que la Banque centrale soit mise à contribution prochainement. Ne pouvons-nous pas craindre que ces résultats financiers limitent du coup vos marges de manœuvre ? Alors, sur le résultat de la Banque de France, nous avons effectivement publié la semaine dernière. Je crois que ça n'était pas une surprise, c'était attendu. Et c'est la conséquence, comme à peu près toutes les banques centrales du monde, en Europe, la Fédérale Réserve américaine, de la lutte active et réussie, je crois, contre l'inflation. Je précise que ces pertes 2024 sont un pic en ce qui concerne la Banque de France, que dès 2025, elles seront réduites sensiblement et que nous reviendrons à l'équilibre, je l'ai dit, d'ici un nombre limité d'années. Par ailleurs, ça ne pèse pas sur les contribuables, ça ne pèse pas sur le déficit de l'État. Nous le prenons au sein d'un bilan qui est très solide, grâce notamment à la réévaluation de l'or. Alors après, vous avez posé une question qui est, est-ce que cette politique monétaire a trop favorisé les banques, etc.
Je crois avoir déjà évoqué devant votre commission le fait que nous ne conduisons pas la politique monétaire, évidemment, pour faire plaisir aux banques, ni d'ailleurs pour les pénaliser. Nous la conduisons avec la boussole de l'inflation. Quand nous avions des taux négatifs, parce qu'il y avait risque de déflation et qu'il y avait une menace sur l'activité, les banques payaient, ce qui était une situation très exceptionnelle, ce fameux taux négatif. Donc, pour déposer de l'argent à la Banque centrale, elles payaient. Alors, ce qui était une situation très exceptionnelle. Souvenez-vous, à l'époque, elle protestait contre ce qu'elle ressentait comme une taxe. J'ai toujours refusé ce terme de taxe. C'était la politique monétaire. Aujourd'hui, on est revenu dans une situation normale, c'est-à-dire que des liquidités déposées donnent lieu à rémunération. Nous avons par ailleurs mis à zéro la rémunération des réserves obligatoires. La Banque centrale européenne, parenthèse technique, est une des rares à avoir gardé des réserves obligatoires, qui sont ressenties comme un peu pénalisantes par les banques européennes, mais je crois que c'est justifié. Est-ce que nous aurions dû, à cette politique de liquidité, mettre davantage de contreparties? Je crois qu'il y a eu quand même des contreparties fortes en termes de volume de crédit. Si vous vous souvenez, ce TLTRO qui avait été mis en place au moment du Covid, qui était effectivement la mise à disposition de liquidités des banques, avait pour contrepartie le maintien des volumes de crédit. Et je crois que ça a aidé à maintenir un volume de crédit. Après, on pourra sans doute revenir sur le verdissement de la politique monétaire qui prend, je crois, d'autres canaux. Mais je souligne, et c'est lié d'ailleurs à votre question précédente sur les ménages face à l'inflation, que la boussole de la Banque de France, c'est la lutte contre l'inflation. Et je crois que c'est quand même notre contribution à la cohésion sociale et à la confiance économique. Merci. Monsieur le rapporteur général. Monsieur le gouverneur, j'ai une première question qui hante nos débats, qui est le taux d'épargne extrêmement élevé et qui reste extrêmement élevé. On est à 18,4% de taux d'épargne dernier trimestre 2024, d'après votre rapport. Et beaucoup d'économistes, en 2023, puis en 2024, puis en 2025, pensaient qu'il y aurait un retour vers la consommation des ménages. Or, ce n'est pas ce qu'on a constaté, ni en 2023, ni en 2024. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va continuer en 2025? Car quand on voit l'indicateur d'opinion des ménages interrogés sur l'opportunité d'épargner, il a atteint, à fin février de cette année, un niveau record à 43 points. Le solde dans ceux qui veulent épargner davantage et ceux qui veulent consommer. Donc, est-ce que, sur ce premier point, je vous poserai successivement les questions, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un énorme problème et comment mobiliser cette épargne croissante au service des investissements productifs? Première question. Oui, allez-y. D'abord, vous avez raison du fait qu'il s'agit d'une réserve de croissance importante. Et effectivement, sur le fait que l'incertitude est une des explications de ce taux d'épargne. Alors, ce n'est pas tout à fait la seule. Je rappelle historiquement qu'au moment où nous avons eu le Covid, c'était une épargne forcée. À l'époque, on avait dépassé les 20% de taux d'épargne. Le taux normal, enfin pré-Covid, est de l'ordre de 15%. Donc, nous sommes à mi-chemin. Alors, sur la partie de votre question qui concerne l'incertitude, voilà, je crois elle demeure devant nous pour l'environnement international. Il nous appartient peut-être de la diminuer pour l'environnement européen et français. Il y a néanmoins un élément technique qui nous paraît, lui, fonder la prévision d'une diminution du taux d'épargne. C'est ce que j'ai dit sur le pouvoir d'achat salarial. Il se trouve qu'un des éléments du pouvoir d'achat, pas le seul, mais pendant la période passée, c'était les revenus d'intérêt. Les intérêts étant assez élevés, il y avait plus de revenus d'intérêt. Or, ceux-là sont plus naturellement épargnés, y compris sur le livret A. Le revenu salarial d'expérience est beaucoup plus naturellement consommé. C'est ça qui fonde chez nous, comme à la Banque centrale européenne, la prévision d'une baisse, on ne revient pas aux 15%, mais d'une baisse progressive du taux d'épargne qui aidera la consommation. Après, vous avez posé une autre question qui est comment mobiliser mieux cette épargne. Alors, il ne s'agit évidemment pas, je le redis, de la saisir, de l'affecter de force. Je sais qu'il y a parfois des inquiétudes des Français. C'est les Français qui choisissent leur épargne. Je crois qu'il serait juste souhaitable au plan économique global, j'ai parlé de l'Union d'épargne et d'investissement européen, de viser deux choses.
La première, c'est que cette épargne soit davantage investie en fonds propres au service des entreprises et de l'innovation et un peu moins en produits de taux. C'est d'ailleurs l'intérêt des épargnants quand ils ont une épargne de long terme, parce que ça rapporte plus et ça favorise l'innovation. Et deuxièmement, qu'elle serve davantage aux investissements européens, donc davantage investis en Europe, alors qu'à peu près 300 milliards à l'échelle européenne vont chaque année financer des investissements en dehors d'Europe, y compris d'ailleurs aux États-Unis. Mais ça, c'est vraiment l'Union d'épargne et d'investissement, plus toute l'action qui a été menée en France, et dans laquelle votre commission a une part importante, d'allonger l'épargne. Et plus l'épargne est longue, plus elle s'investit naturellement en fonds propres. J'ai une deuxième question relative à la révision du taux de croissance du PIB français. Dans la loi de finances initiale pour 2025, on était à 1,1. Le gouvernement, juste avant le vote final, a réajusté à 0,9. Vous-même, vous venez d'estimer une révision à 0,7. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un problème dans ce pays? C'est qu'il faudrait davantage associer les différents établissements, organismes qui font des prévisions, et notamment la Banque de France, à l'élaboration des documents financiers, enfin de la loi de finances, pour être clair, et de la loi de financement de la sécurité sociale. Alors, la question que vous posez est évidemment de grande actualité. J'ai vu un certain nombre de réflexions à Bercy en la matière. Je pense que le rôle du Haut Conseil des finances publiques est central en la matière. Vous avez d'ailleurs rappelé un certain nombre de ses jugements. Je pense qu'il a déjà contribué à essayer d'avoir des prévisions les plus crédibles possibles. Je ne demande pas pour autant que la loi de finances suive systématiquement la prévision de la Banque de France. J'ai parlé d'humilité au début de mon propos. Je crois que ça s'impose aujourd'hui. L'institution ou le prévisionniste qui prétendrait aujourd'hui savoir avec certitude quelle va être la croissance cette année serait un imposteur, pardon de le dire comme ça. Nous sommes, vous le rappeliez, dans un environnement de grande incertitude. Donc nous faisons notre travail avec indépendance, avec, je crois, un maximum de professionnalisme. Je redis d'ailleurs qu'une de nos grandes sources, c'est ce qu'on appelle l'enquête mensuelle de conjoncture que vous recevez. Chaque mois, 8500 appels de terrain. J'étais en Seine-Maritime lundi. Nos équipes appellent des entreprises de toute taille, de tout secteur, de tout territoire. Et je crois que c'est un des meilleurs thermomètres. Donc aujourd'hui, notre meilleure prévision, c'est 0,7. Je souligne au passage, je l'ai dit dans mon propos introductif, que je crois que pour autant l'objectif de 5,4 reste accessible, parce que ça n'est pas une révision très importante et il y a d'autres éléments d'incertitude. Nous verrons demain, par exemple, quels sont les chiffres de déficit et de dépenses 2024. Bon, j'entends dire que ça pourrait être une base de départ un peu plus favorable. Je n'ai pas d'autres chiffres en la matière. La Banque de France n'est pas chargée de l'exécution budgétaire. Mais oui, prenons des sources diverses, indépendantes. Je crois qu'on ne peut pas confier automatiquement les clés à telle ou telle de ces institutions sous le contrôle à la fois de Bercy et du Haut Conseil des finances publiques. Troisième question qui concerne proprement la Banque de France. Vous avez annoncé donc les résultats 2024, une perte de 7,7 milliards, qui est en fait de 17,7 milliards, puisque vous avez repris 10 milliards sur des provisions que vous aviez faites pour faire face à des situations telles qu'on les a connues en 2024. Alors, vous n'êtes pas un cas particulier. La Bundesbank vient d'annoncer une perte de 19 milliards. Mais il y a des banques centrales qui font figure d'exception. Alors, pourquoi la Bundesbank, la Banque de France a de telles pertes alors que d'autres banques centrales n'ont pas de pertes? Je ne connais pas beaucoup de ces exceptions, monsieur le rapporteur général, mais vous pensez à qui? Des noms. Non. Enfin, en tout cas, la quasi-totalité des banques centrales dans le monde qui ont suivi ce cycle monétaire ont des pertes. C'est le cas de la Banque d'Angleterre, c'est le cas de l'Australie, c'est le cas du Canada, c'est le cas beaucoup plus massivement de la Fédérale Réserve américaine. Il se trouve que le calendrier de publication n'est pas toujours le même, mais c'est la situation très générale. Je note d'ailleurs que dans certains pays comme l'Angleterre, il était prévu une compensation par le Trésor, par le budget. Heureusement, ça n'est pas le cas en France, puisque nous l'absorbons dans un bilan qui est solide. Alors, vous me direz peut-être les exceptions auxquelles vous songez.
Ah oui, oui. Alors, la Banque suisse a, vous avez raison, un compte de résultat qui est beaucoup plus volatile. J'appelle votre attention sur le fait que certaines années passées, elle a fait des pertes extrêmement importantes. Hein. Et la Banque suisse a par ailleurs des investissements en actions que nous n'avons pas et que je ne crois pas souhaitables. Elle est extrêmement sensible à la variation du change. Enfin, c'est une situation très particulière, mais vous pouvez regarder, il y a eu des hauts et des bas. Enfin, si je peux le dire comme ça, je ne veux pas créer d'incidents avec nos amis suisses, mais les résultats de la Banque de Suisse ressemblent à des montagnes helvétiques. Voilà, je crois que c'est le point essentiel. Je redis que ça ne doit pas être un sujet d'inquiétude et ça ne nous empêche pas, c'est le point central, de mener la politique monétaire qui est nécessaire pour être à notre cible d'inflation de 2%. Le bilan de la Banque de France est solide. J'avais pris l'engagement ici, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, que nous ne ferions pas appel à une recapitalisation et aux contribuables. Je le redis. À l'heure du conclave sur les retraites et de la mise en extinction du régime de retraite de la Banque de France, pourriez-vous, Monsieur le gouverneur, nous dire ce que vous allez faire des 14,3 milliards de réserves de la Caisse de réserve des retraites? À qui appartiennent-elles? À la Banque de France ou aux salariés, aux anciens salariés, on va dire, de la Banque de France? Et qu'est-ce que va devenir ces 14,3 milliards? Je vous pose cette question puisqu'elle a été posée lors du débat dans la loi de financement de la sécurité sociale. Le gouvernement du moment a dit c'est un vrai problème, on va réfléchir et vous aurez la réponse au prochain. C'était il y a un an et dans la loi de financement de la sécurité sociale, il n'y a pas de réponse à cette question. Donc avez-vous une réponse à cette question en tant que gouverneur de la... Alors, je crois avoir une réponse extrêmement claire. Il me semble qu'il y a tellement de sujets difficiles et de sujets de réflexion que celui-là peut se régler très simplement. Je le dis pour le gouvernement, je ne connaissais pas cette phrase. C'est 14,3 milliards. Ils vont rester à la Banque de France parce qu'ils sont destinés à couvrir les retraites futures des employés de la Banque de France qui relèvent de ce régime spécifique. Je rappelle ce que la loi a voté, c'est que tous les salariés rentrés comme titulaires avant le 1er septembre 2023 sont au régime spécifique de la Banque de France, et je redirai un mot sur ce régime spécifique. Tous ceux rentrés depuis le 1er septembre 2023 sont au régime général. La Banque de France avait la vertu, et je crois vraiment que c'est une capacité, de provisionner dans ses comptes les engagements futurs de retraite. Et donc, ceci permet qu'il n'y ait pas de déficit du régime de la Banque de France qui pèse ni sur nos comptes, ni évidemment sur le déficit public. Nous gardons à l'intérieur de la Banque de France ces 14 milliards pour couvrir. Alors, nous ajustons régulièrement les chiffres en fonction du nombre de salariés concernés et du taux d'actualisation. Je redis, parce que je l'ai dit publiquement à l'époque, que ce régime général de la Banque de France, ce régime spécifique, pardon, qui n'avait pas spécial, mais il n'avait de spécial que le nom, je vais y revenir, monsieur le député, n'avait pas très bonne presse et donc il a été supprimé. J'ai trouvé ceci injustifié, je l'ai dit à l'époque, parce qu'il n'y avait aucun avantage spécifique. Il était totalement aligné sur le régime de la fonction publique. La seule caractéristique qui en faisait un régime spécial, entre guillemets, c'est cette provision dont vous avez parlé, que je crois une caractéristique plutôt vertueuse. Maintenant, nous appliquons évidemment la loi de la République et donc la frontière est au 1er septembre 2023, comme je le disais. Dernière question. On assiste à une très forte augmentation de prix de l'or. Et il y a plusieurs raisons à cela, les incertitudes, etc. Mais il y a aussi la politique d'achat d'un certain nombre de banques centrales qui achètent de l'or. Or, la Banque de France détient, je crois, 2400, quelque chose comme ça, tonnes. Tonnes, voilà. Alors, est-ce que ceci est excessif? Est-ce que ceci est insuffisant? Quelle est votre position? Et c'est un vieux thème, monsieur le gouverneur, faudrait-il vendre une partie de ce stock d'or pour améliorer un peu la situation des finances publiques françaises, comme un ancien président de la République l'avait suggéré il y a quelques années? Là aussi, encore
Encore une fois, il y a suffisamment de problèmes très lourds que vous avez à traiter pour, je crois, se simplifier la vie sur certaines questions. La question de l'or est, à mon avis, assez simple. Nous avons, alors les chiffres sont publics, 2436 tonnes d'or dont nous assurons la garde pour le compte de tous les Français. Ces 2436 tonnes d'or valent au 31 décembre 2024 dans nos comptes 196 milliards. Et il y a eu une réévaluation très sensible pour les raisons que vous avez dites. Je pense au passage que la raison de l'incertitude internationale est nettement plus forte que l'achat de certaines banques centrales qui sont plutôt de pays émergents ou de pays sous sanctions, comme la Russie ou la Chine. Mais nous nous sommes donc très bien portés d'avoir gardé cet or et de ne pas l'avoir vendu, puisque ça représente une réévaluation en 2024 de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et quand je disais tout à l'heure que nous absorbons dans le bilan de la Banque de France ces pertes exceptionnelles, c'est grâce à la réévaluation de l'or. Nous sommes dans cette situation, je rappelle les chiffres que nous avons publiés, une perte effectivement après avoir été chercher des réserves de moins 7,7 milliards, et malgré cela, donc nous avons mis un report à nouveau négatif, malgré cela, une situation nette à notre bilan qui s'améliore de 32 milliards. Voilà. Ceci s'explique par la réévaluation de l'or. Donc nous le gardons, nous n'en achetons pas, nous n'en vendons pas, et ceci me paraît être la sagesse. Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, comme vous le savez mieux que personne, si nous vendions cet actif, nous dégagerions une plus-value immédiate, mais nous n'aurions pas enrichi la France puisque nous aurions perdu l'actif correspondant. Donc dans notre bilan total, ça serait la même chose. Mais je crois que c'est un actif de réserve qui est un élément de confiance, incontestablement, psychologique, pour la signature de la France, et qui s'est régulièrement apprécié. Donc on l'a plutôt, je ne vais revendiquer aucun mérite, mais je crois que cette sagesse a été payante. Bien, on va passer aux orateurs de groupe. Juste, on salue souvent la qualité de travail de nos administrateurs. Alors je veux souligner qu'il y a Nathan Burlos, qui est ici, qui est administrateur adjoint, a réussi le concours très exigeant d'administrateur du Sénat et va donc changer de chambre. Donc c'est la dernière fois que vous vous voyez. Et merci pour tout le travail. Je plus loi également. Donc on va passer à Jean-Philippe Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Bonjour et merci, Monsieur le Gouverneur, pour votre présentation. J'ai beaucoup de questions, donc je vais essayer d'être rapide. Sur la politique monétaire et notre comparaison avec le dollar. Vous faites une présentation toujours assez valorisante de l'euro, mais enfin, la réalité, c'est que depuis sa création, l'euro est stable en monnaie de réserve internationale. Bon, on aurait pu espérer, par rapport aux variations du dollar, que l'euro puisse plus performer. Bon, ce n'est pas le cas. Donc, comment expliquez-vous quand même, au bout de 20 ans et beaucoup d'autosatisfaction, que l'euro ne soit pas devenu une réserve monétaire internationale supérieure à ce qu'elle était à sa création, en tout cas à quelques points seulement près. Deuxième chose, en politique monétaire, pareil, où il y a quand même beaucoup d'indicateurs contradictoires. La variation, le rapport entre l'euro et le dollar a beaucoup varié, mais enfin, si on prend la moyenne sur la longue durée, il y a une forme, l'euro est plus ou moins plus fort que le dollar. Pourtant, le PIB en valeur absolue et par habitant de la zone euro s'est considérablement affaibli par rapport aux États-Unis. Donc, comment expliquer que l'euro se maintient à un tel niveau alors qu'en termes de pouvoir d'achat et en termes de richesse, ça n'a rien à voir, en dehors du commerce international, ce qui est quand même, ça fait une belle jambe pour le pouvoir d'achat des habitants de l'eurozone. De la même manière, c'est aussi paradoxal, il faut aujourd'hui 11 fois plus d'euros pour acheter une once d'or. Donc, quel qu'en soit le critère des différentes écoles de politique monétaire, rien ne va avec l'euro. Ça ne correspond à rien. Et en tout cas, au final, pour l'économie de la zone, on ne peut pas dire que ce soit brillant. Alors, est-ce que l'euro est trop fort pour la France? Est-ce qu'il est trop faible pour la France? J'aimerais quand même bien avoir votre avis. Par ailleurs, on entend des analyses, notamment Patrick Artus. La relance allemande est tellement considérable qu'elle a fait exploser les taux d'emprunt, notamment les taux allemands et donc dans le courant, dans la suite de l'Allemagne, toute l'eurozone. Est-ce que finalement la hausse des taux, le coût de la hausse des taux pour les États européens, mais aussi pour toute l'économie européenne, ne va-t-elle pas être supérieure que le gain de croissance keynésien de la relance allemande? C'est-à-dire que si la relance allemande produit une hausse du coût de l'endettement pour toutes les économies européennes, est-ce que ça ne va pas nous coûter plus cher que l'effet espéré de la relance allemande, en particulier, une fois de plus, pour notre pauvre France et que pour les pays latins?
J'enchaîne sur le bilan, et vous avez répondu à Charles de Courson sur vos pertes. Vous dites que ça n'a pas d'influence sur les comptes de l'État. Bah si, parce que le dividende et les impôts sur les sociétés payés par la Banque de France étaient quand même entre, de mémoire, 3 et 5 milliards d'euros en moyenne pendant plus de 10 ans. Bon, depuis 2 ans, c'est zéro. Bah, donc si, ça a une influence sur les comptes de la nation. Il faut bien éponger ailleurs. Bon, par ailleurs, là, j'ai pas le temps. Enfin, ce serait quand même intéressant un jour qu'on vous auditionne sur le bilan de la Banque de France, avec quand même des variations d'année en année de comptes qui sont considérables. On a des variations de plus de 80 milliards sur certains éléments au passif et à l'actif. Donc, moi, je veux bien des présentations sympathiques, très superficielles, monsieur le gouverneur, excusez-moi. Enfin, on est en commission finance. Est-ce qu'un jour, on pourra avoir une présentation exhaustive, précise du bilan de la Banque de France? Monsieur le gouverneur. Oui. Alors, sur vos 4 questions, d'abord sur le rôle international de l'euro, je rappelle, ça ne faisait pas partie des objectifs initiaux du traité. Je crois que l'euro représente environ 20% des actifs mondiaux, assez loin du dollar, c'est vrai, mais devant les autres. Là, je vais être d'accord avec vous. Je crois, mobilisons-nous ensemble pour accroître le rôle international de l'euro. Si ça peut être un élément de consensus, je m'en réjouirais. Je crois, en tout cas, heureusement que nous avons l'euro aujourd'hui, je l'ai dit, pour assurer notre souveraineté monétaire. Voilà un exemple qui s'est construit dans les doutes, dans les débats. Ça n'a pas été facile, mais où l'Europe a su s'imposer sur la scène internationale. Et je crois effectivement qu'il faut développer ce rôle international. Sur le PIB par habitant par rapport aux États-Unis, je rappelle les chiffres. Le PIB par habitant en zone euro, depuis 1999, depuis la création de l'euro, a cru en cumulé de 26%. Ce qui n'est pas si mal. Mais il a cru aux États-Unis, et ça rejoint votre question, de 39%. Alors je crois que la différence tient beaucoup à ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'innovation, la productivité, la technologie. Et là, si j'ose dire, il faut que nous prenions le meilleur des États-Unis en laissant de côté le reste. Le reste est assez abondant actuellement, mais il y a quand même des leçons économiques et technologiques des États-Unis, y compris le financement en fonds propres, qu'il faut garder. Pourquoi est-ce que pour autant, malgré, encore une fois, la croissance européenne n'est pas nulle, mais malgré cette croissance moindre en Europe, il y a une certaine parité. Alors, vous le savez, il y a eu là aussi de la volatilité assez forte. Je crois que les déterminants du change sont nombreux. Il y a les perspectives de croissance, mais il y a aussi la situation des comptes extérieurs, il y a aussi le niveau comparé des taux d'intérêt. Et donc, je crois que ceci donne une situation qui n'est pas une situation, je le souligne, monsieur le député, défavorable au pouvoir d'achat des Français et des Européens. Le fait d'avoir une parité de l'euro, qui en gros s'est peut-être à peu près maintenue sur la période, est un élément positif sur le pouvoir d'achat des Européens. Sur la relance allemande, je crois que c'est globalement une bonne nouvelle. Je le redis, l'Allemagne avait une situation budgétaire au fond symétrique de la nôtre. Nous devons redresser, et l'Allemagne pêchait par excès de vertu, et ce frein à dette qui était trop restrictif. Je crois que c'est bienvenu, à la fois pour l'effort de défense et pour l'effort d'infrastructure en Allemagne. C'est bienvenu pour la croissance allemande et pour la croissance européenne. Nous l'avons collectivement, enfin, en tout cas du côté de pas mal d'autorités françaises, souhaité depuis longtemps. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Alors, vous avez raison, ça a entraîné une hausse des taux européens, taux longs. Quand je regarde néanmoins l'ensemble de la courbe des taux, la baisse que nous avons pu opérer sur les taux courts est très supérieure à la hausse observée sur les taux longs. La preuve en étant d'ailleurs l'amélioration sur le crédit immobilier, qui est un espèce d'indicateur de synthèse. Les taux moyens étaient de 4,2% pour les Français en janvier 2024 et nous sommes descendus à 3,3% un an après, en janvier 2025. Je relève enfin que les taux longs européens restent très inférieurs aux taux longs américains, ce qui n'est pas souvent relevé, et l'écart est nettement plus important que l'écart d'inflation. Si je prends même les taux français, qui sont évidemment supérieurs aux taux allemands, nous sommes de l'ordre de 3,5%. Les taux allemands sont de l'ordre de 2,8 à 10 ans ce matin, je crois. Les taux américains sont entre 4,3 et 4,5. Donc il reste une différence assez favorable à l'Europe.
Bon, enfin, sur les comptes de la Banque de France, je crois que nous avons été d'une totale transparence. Monsieur le député, je vous invite à la présentation de nos comptes et au rapport que vous avez eu. Je serais très heureux de venir en parler ici plus longuement, mais tout est présenté, tout est justifié, et encore une fois, ça a permis d'abaisser significativement l'inflation en France. Je ne vais pas sombrer dans l'autosatisfaction, vous avez raison, c'est toujours un défaut auquel il faut éviter, mais qu'on salue voilà, ce progrès par rapport à ce qui était la première inquiétude des Français. Daniel Labaronne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, merci pour votre exposé et vos réponses claires et pédagogiques, toujours très éclairantes pour les membres de notre commission. Votre rapport annuel 2024 souligne que la bataille contre l'inflation est en passe d'être gagnée, permettant ainsi de redonner de l'oxygène à notre économie. La baisse des taux d'intérêt commence à produire des effets concrets, vous l'évoquiez, notamment sur le crédit immobilier, et la progression des salaires devrait continuer à soutenir le pouvoir d'achat. Mais, vous le soulignez avec justesse, l'euro, désormais, l'enjeu désormais est d'affermir notre dynamisme économique à l'échelle européenne. Les rapports d'Enrico Letta et de Mario Draghi posent un diagnostic clair. Nous devons intégrer davantage le marché unique, investir mieux en utilisant les ressources privées par une union pour l'épargne et l'investissement, et lever les freins bureaucratiques qui ralentissent l'innovation. Ces sujets sont d'ailleurs au cœur des travaux conduits actuellement par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale sur l'union de l'épargne et de l'investissement. Une Europe forte passe par une capacité accrue à financer son économie, et l'innovation monétaire fait partie de cette équation. L'euro numérique que vous préparez pourrait demain être un levier structurant pour faciliter les échanges, sécuriser les transactions et renforcer notre autonomie financière. Dès lors, Monsieur le Gouverneur, comment l'euro numérique peut-il, selon vous, s'intégrer dans l'union de l'épargne et de l'investissement pour fluidifier l'investissement transfrontalier et renforcer la souveraineté économique de l'Europe? Je vous remercie. Allez-y. Réaction de M. Ciotti. Alors, vous posez une question extrêmement importante sur l'euro numérique, qui est, j'ai parlé de souveraineté monétaire tout à l'heure avec l'euro. Attendez. Oui, pardon. Non, c'est pas à vous, c'est... Voilà, merci, allez-y. Donc, je soulignais l'importance de la question sur l'euro numérique, qui est un élément de souveraineté monétaire. Si vous me permettez de décrire un peu le paysage préexistant et puis le paysage dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui avec M. Trump. Le paysage préexistant, c'est que la monnaie traditionnellement était un partenariat public-privé. Il y a une monnaie publique ou de banque centrale qui aujourd'hui prend la forme de billets. Et puis il y a une monnaie privée, entre guillemets, de banque commerciale. C'est les comptes, autrefois les chèques, les cartes de crédit, le paiement par téléphone, etc. Ça, c'est, si j'ose dire, la forme de la monnaie. Nos concitoyens ne sont pas toujours conscients de cette différence entre monnaie publique et monnaie privée parce qu'elles sont considérées comme équivalentes. C'est le rôle d'encre de la monnaie publique, mais c'est évidemment un tout. Il se passe aujourd'hui que l'usage par nos concitoyens est évidemment de plus en plus numérique. J'ai cité le chèque, qui est un outil que nous garderons, mais qui est en voie de déclin. Nous garderons aussi les billets de banque, mais son usage diminue, et de plus en plus, la monnaie est numérique. Il n'y a aucune raison, dans le paysage préexistant avant M. Trump, il n'y a aucune raison qu'on dise dans ce partenariat public-privé traditionnel, la monnaie de banque centrale, l'encre publique, reste à une forme de monnaie papier qui a été un progrès décisif en son temps. En 1800, quand Bonaparte crée la Banque de France, le billet de banque est un grand progrès. Mais nous sommes en 2025, donc 225 ans plus tard, il faut une monnaie de banque centrale qui soit le libre choix de nos concitoyens. Le libre choix, nous n'avons aucun objectif de part de marché en la matière, mais cette réassurance à pouvoir détenir de la monnaie de banque centrale, gratuite, avec la solidité du bilan de la banque centrale, et je crois un élément très important de confiance économique, et même, me semble-t-il, démocratique. Ensuite arrive là-dessus l'élection américaine. Dans les nombreux executive orders pris par la nouvelle administration, dès le premier jour, il y en a un qui a été peut-être moins noté, mais qui est extrêmement important, qui est sur la monnaie. Un des premiers executive orders de M. Trump vise, à interdire la monnaie numérique de banque centrale aux États-Unis
Et 2, à promouvoir ce qu'eux appellent les crypto-monnaies, je récuse, comme vous savez un peu le terme, privées, émis par des émetteurs américains, soit les banques, soit souvent des big tech. Alors là, je crois que ça devient une question extrêmement politique pour nous, Européens, de souveraineté monétaire. Est-ce que nous acceptons que l'évolution technologique qui va continuer nous mette dans les mains d'émetteurs de monnaie qui non seulement soient tous privés, mais en plus soient tous non européens? Parce que ces émetteurs de crypto, et je dirais que là, il y a une certaine logique de la position de Trump, ces émetteurs sont très largement américains. On en trouvera peut-être des Chinois, mais nous savons qu'il n'y aura pas d'émetteurs européens. Je crois que la bonne réponse européenne, là aussi en termes de souveraineté, c'est d'avoir un actif numérique émis par la Banque centrale en partenariat avec les banques commerciales, je vais y revenir, mais qui ancre notre indépendance monétaire. Sinon, nous nous mettons dans la main d'acteurs privés et d'acteurs non européens. J'appelle d'autant plus l'attention là-dessus que derrière la monnaie, il y a aussi les paiements. Et les paiements, c'est le sang de l'économie, pardon de cette image simple. Si les paiements s'arrêtent, l'économie s'arrête. Et avec les paiements, il y a toutes les données. Donc c'est un enjeu de souveraineté colossal. Nous avons déjà une dépendance là-dessus. Je ne vais pas citer de nom propre, mais nous savons que les grands schémas internationaux de cartes, c'est un duopole américain. Donc est-ce que nous voulons ajouter à cette dépendance la dépendance vis-à-vis des émetteurs de crypto privés? Je crois profondément que la réponse est non, et qu'au contraire, il faut réduire cette dépendance. D'où, et je termine par là, et pardon d'être un peu long sur cette question, mais je la crois centrale, sur le plan monétaire, et même, si vous me permettez, sur le plan politique, d'où l'idée d'un partenariat avec les banques européennes. Je sais l'opposition sur un certain nombre de sujets d'un certain nombre de banques françaises. Je pense vraiment qu'il faut la dépasser, parce que le partenariat est gagnant. Nous pouvons perdre ensemble face à cette menace extérieure. Mais le partenariat gagnant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas la Banque centrale qui aura des comptes directs avec les clients. Certains d'entre vous le savent ici, la Banque de France a arrêté les comptes de clientèle en 2004. Il y a plus de 20 ans. Ça n'est pas pour en réouvrir aujourd'hui. La relation client restera dans les mains des banques commerciales. Ça n'est pas non plus pour vider les comptes de dépôt. Il y aura des limites de détention. Ça n'est pas, qui seront relativement basses. Ça n'est pas enfin pour, et je sais qu'il y a cette inquiétude de vie privée, enfin de protection des données. La Banque de France, la Banque centrale européenne ne veulent évidemment pas tracer la vie de nos concitoyens. Il y aura des protections très fortes là-dessus. Mais si nous montons ensemble, en partenariat public-privé, une stratégie de monnaie numérique et de paiement européenne, ça sera un progrès décisif de la souveraineté européenne et nationale que nous souhaitons tous. J'insiste sur ce sujet parce qu'il est peut-être vu comme technique, etc. Il est perdu dans des considérations d'ultra court terme de la part de certains acteurs privés. On pouvait peut-être avoir des doutes sur l'enjeu stratégique avant le 20 janvier. Je n'en ai plus aucun. Allez-y. Alors, je crois que le plus tôt sera le mieux. Il y a une discussion, et c'est normal, au Conseil des ministres de l'Union et au Parlement européen, parce qu'il faut un acte législatif européen. Le plus tôt sera le mieux. Ensuite, nous avons quand même un temps de préparation technique. Alors, nous avons d'ores et déjà commencé au cas où nous aurions l'autorisation. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où d'ici, alors ça peut se faire un peu par étapes, mais d'ici 2 à 3 ans, nous serons prêts à le mettre à disposition des citoyens européens. Merci Anne Genetet, à qui je souhaite la bienvenue dans cette commission. Aurélien Lecoq. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, bon, au milieu du chaos, sourd à toute remarque, aveugle à tout constat, la Macronie semble s'acharner à tout détruire jusqu'à ce que plus rien ne fonctionne, en dehors des profits évidemment des actionnaires. De saignée budgétaire en saignée budgétaire, les macronistes iront jusqu'à vider entièrement le sang du malade qui est notre service public. Nous faisant croire peut-être que mort, il fonctionnerait un peu mieux. Et ce qui est inquiétant, c'est que vous semblez aller dans la même voie. Alors, vous nous annoncez aujourd'hui ce que nous redoutions. La croissance prévue au début de l'examen du budget, ça a été rappelé par le Président, à 1,1%, puis révisée à 0,9%, pourrait n'être finalement que de 0,7%. C'est une annonce qui est d'autant plus inquiétante qu'elle rappelle de très mauvais souvenirs des années précédentes, où les prévisions de croissance trop optimistes, pour ne pas dire irréalistes, nous ont conduits dans le mur. Entre les 1,1 initiaux
et les 0,7 que vous annoncez là. On a tout de même une différence qui avoisine les 12 milliards et une incidence sur les recettes de l'État qui, elle, pourrait avoisiner les 6 milliards de pertes. Alors, évidemment, rien ne sera fait pour trouver de nouvelles recettes et vous n'y semblez pas favorable. Le déficit explosera donc probablement de nouveau, comme en 2023 et en 2024. Alors que les macronistes continuent à amputer le malade, puisque aux 31 milliards de coupes dans nos écoles et nos hôpitaux lors de l'examen des budgets, il faut ajouter 9 milliards qui ont été gelés là au début de l'année. Cette cure d'austérité aura-t-elle un autre effet que de continuer à plonger la France dans une spirale récessionniste? Pour une fois, nous aurions pu nous inspirer des Allemands, vous les citiez, qui plutôt que de couper toujours plus dans les dépenses, ont décidé là d'un plan d'investissement de 500 milliards qui pourrait leur garantir une croissance à 2%. Et nous? Monsieur le gouverneur, mes deux questions sont les suivantes. Quel effet le gel de 9 milliards d'euros de crédit additionné aux 31 milliards de coupes dans les budgets aura-t-il sur la croissance et sur d'éventuelles prévisions de recettes? Et ma seconde question, les coupes budgétaires, vous les connaissez. Ces dernières années, les effectifs de la Banque de France ont été réduits de 25%. Entre 2023 et 2024, 3 suicides ont eu lieu. Comment allez-vous éviter de nouveaux drames? Monsieur le gouverneur. Monsieur le député, d'abord, je salue le talent de votre image physiologique initiale. Je pense qu'il ne m'appartient pas de la commenter. Je vais quand même rappeler une chose, c'est que la Banque de France est indépendante, de par la loi, du 4 août 1993. Et si vous me permettez de le dire avec un sourire, je crois que lors d'une de mes précédentes venues, Monsieur le Président, sur un des bancs de cette commission, on m'a, je ne sais pas, complimenté, accusé, en tout cas qualifié d'avoir tenu des propos mélenchonistes. Comme vous avez... C'était à propos des baisses d'impôts non financées. Comme vous avez employé un autre adjectif dérivé d'un autre nom propre, voilà, je récuse tout. Mais je récuse tous ces termes. En ce qui concerne l'effet sur la croissance, qu'évidemment nous souhaitons tous, je crois quand même qu'il faut qu'on regarde le fait que la croissance française aujourd'hui ne dépend pas de dépenses et de déficits accrus. Pardon, je vais le dire là aussi avec un sourire. Si la recette de la croissance, ça serait d'avoir plus de dépenses et plus de déficits, mais ça serait une formidable nouvelle pour notre pays et pour l'Italie. Nous devrions être depuis 40 ans les champions de la croissance, parce que nous sommes les champions de la dépense et des déficits. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, on en parlait tout à l'heure, l'effet keynésien avec attention, choisir dans la maîtrise des dépenses ce qu'on fait, regarder les multiplicateurs. La Banque de France a travaillé là-dessus. Mais je crois, la réalité, ça n'est pas aujourd'hui que la croissance française dépendrait de déficits et de dépenses supplémentaires. J'ai même parlé de l'effet de confiance inverse à propos de l'épargne et de l'incertitude soulignée par le rapporteur général. Sur la Banque de France, nous avons effectivement réduit les effectifs de 25%. Je crois que c'est notre contribution à la maîtrise des dépenses. Je rends hommage aux hommes et aux femmes de la Banque de France qui l'ont fait. J'espère que de la part de beaucoup de représentants de la nation, cet effort qui a été fait est considéré comme exemplaire, parce que dans le même temps, nous avons plutôt développé nos missions. Donc nous avons fait des gains d'organisation, d'efficacité, etc. C'est vrai aussi qu'il y a moins de dossiers de surendettement. Vous me permettrez de dire que le lien que vous avez fait avec les suicides est hors de propos. Et je pense qu'il faut un grand respect de ces situations dramatiques. Toute collectivité humaine a à faire face à ce type de risque. Elle doit d'autant plus y faire face qu'elle a un pacte social qui garde tout le monde à bord, y compris des personnes plus fragiles. C'est la fierté de la Banque de France. Après, nous avons lancé un programme bien-être au travail. Mais la relation entre l'effort d'efficacité et les drames personnels que vous avez cités est hors de propos. Pardon de le dire avec netteté. Vous me permettrez de dire, monsieur le gouverneur, que peut-être qu'en 2023 notamment, il y a un rapport entre le fait que nous ne soyons pas rentrés en récession avec les 1% de croissance qu'on n'espérait pas au départ et la dépense publique, alors que dans le même temps, l'Allemagne est rentrée en récession. Et c'est bien pour ça qu'elle est en train de s'interroger sur ça, justement. Non, mais, Monsieur le Président, je ne crois pas être un anti-keynésien primaire. Et je vais même prendre un exemple encore plus net que le vôtre. En 2020, j'ai soutenu le quoi qu'il en coûte. Mais, pardon, je n'avais pas répondu à la partie allemande de votre question. L'Allemagne peut faire ça parce que dans les années plus fastes, elle a reconstitué ses réserves. Nous aurions, comme l'Allemagne, 62% de dette.
je serais le premier à souhaiter un effort massif, peut-être pas d'infrastructure, parce que nous n'avons pas de retard là-dessus, mais sur d'autres leviers de défense ou de croissance. Malheureusement, nous avons 112% de dette, alors que nous avions le même niveau de dette que l'Allemagne il y a 15 ans. Donc il y a une différence de stratégie aujourd'hui qui ne nous a pas rapporté plus de croissance, mais qui nous vaut moins de marge de manœuvre aujourd'hui. Bien, c'est un grand débat. Laurent Baumel. Oui, merci. Monsieur le gouverneur, vous avez cité le nombre de personnes qui travaillent comme un atout du pays. Vous avez parlé d'un levier français. Et c'est vrai qu'on a vécu des décennies au cours desquelles, finalement, toute la question économique était articulée autour du sujet du chômage, qui était le problème numéro un. Tout le débat sur la politique monétaire dans les années 80-90 tournait un peu autour de l'impact sur le chômage. Et on est aujourd'hui dans un contexte où la question du recrutement des collaborateurs par les entreprises remonte un peu en haut de la pile et devient finalement une question majeure, même si la question du chômage, et notamment du chômage des seniors, a évidemment pas disparu. Et donc j'ai une question, du coup, c'est quelle évaluation faites-vous dans l'institution, dans la Banque de France, de cette difficulté que peuvent exprimer les entreprises à trouver des collaborateurs aujourd'hui? Et est-ce que le moment n'est pas venu, puisque vous nous avez invité un peu à du recul historique, de reposer la question du partage de la valeur ajoutée, du caractère insuffisamment rémunérateur peut-être du travail, notamment en bas de l'échelle salariale? Et ma deuxième question, puisque la Banque de France a un réseau très développé qui lui permet de capter les tendances de l'économie territoriale, est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure, grâce à ce réseau, de sentir les impacts possibles des restrictions qui affectent les finances des collectivités locales sur l'investissement public local et sur cette dynamique de l'économie territoriale? Allez-y, monsieur. Alors, vous avez raison sur la question du recrutement. Nous le mesurons chaque mois dans cette enquête mensuelle de conjoncture dont je parlais. Les difficultés de recrutement ont été estimées maximales par les entreprises, je cite de mémoire, autour de 2022, je crois, au moment de la reprise Covid. Elles ont depuis régulièrement diminué, mais elles restent quand même assez significatives. On est de l'ordre de 20% des entreprises qui disent encore avoir des difficultés de recrutement. Ce qui est un paradoxe, alors même que on a fait des gros progrès sur l'emploi, mais on a encore près de 7,5% de taux de chômage et des centaines de milliers de jeunes sans emploi. Je crois que ça renvoie à un certain nombre de causes. Vous me permettrez de citer comme la première quand même la bataille des compétences et de la formation, c'est-à-dire que les jeunes qui sont sur le marché du travail ne sont pas toujours formés selon les besoins des entreprises. Je crois qu'il faut d'ailleurs du travail des deux côtés pour ça. Les entreprises ont aussi leur travail à faire. Il peut y avoir des questions de rémunération auxquelles vous faites allusion. Là, la Banque de France ne s'est jamais permis, et je ne vais pas commencer aujourd'hui, de faire des recommandations en la matière, parce que nous sommes un pays de négociation sociale décentralisée, au plus près de la branche ou de l'entreprise. C'est là qu'est la réalité économique, c'est là qu'est le dialogue social, et je crois que c'est plutôt une bonne chose. Mais je ne donnerai pas de réponse générale. Là où je vous rejoins totalement, c'est qu'il faut que nous sortions de ce paradoxe français. C'est la double peine, d'une certaine façon, d'avoir encore des centaines de milliers de jeunes au chômage d'un côté, plus de 2 millions de chômeurs au global, et de l'autre côté, d'avoir 20% des entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Ça, ce paradoxe doit vraiment nous pousser à bouger. Merci aussi de ce que vous avez dit sur le recul historique, qui me paraît toujours préférable aux polémiques de l'instant. Et sur l'investissement des collectivités locales, j'avoue ne pas avoir de chiffres. Je crois qu'effectivement, il faudrait qu'on puisse arriver, alors la DGFiP a probablement un certain nombre d'éléments, mais à documenter mieux les finances publiques locales. J'ai souhaité tout à l'heure, et ce n'est pas du tout pour pointer la gestion des élus locaux, je connais leur engagement et leur dévouement, mais j'ai pointé le fait que sur 2023-2025, qui est une période qui est censée être de grande prise de conscience budgétaire, les dépenses locales, comme d'ailleurs les dépenses sociales, continuent à augmenter d'environ 2% par an en volume. Est-ce que nous pouvons regarder d'un peu plus près quelle est la part là-dedans de dépenses de fonctionnement, de dépenses d'investissement qu'il faudrait évidemment privilégier? Parmi les dépenses d'investissement, celles qui apportent le plus à la cohésion et à la croissance locale. Voilà, je suis très modeste du point de vue de la Banque de France. J'espère qu'il y a un certain nombre de données là-dessus. Mais là aussi, ça fait peut-être partie des sujets où je souhaiterais qu'on élève un peu le débat, ou en tout cas qu'on fournisse au débat public un certain nombre d'éléments de fait. Il ne s'agit pas de s'accuser les uns les autres à travers la table. Il s'agit, pardon de le dire très simplement,
mais d'essayer de se mettre autour de la table pour en sortir. Parce que tant qu'on s'accuse les uns les autres et qu'on pense que c'est la faute des autres, on n'avance pas. Merci. Nicolas Ray pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur. Merci pour vos propos. Et je voudrais quand même saluer, on fait beaucoup de griefs à l'Europe, et ça nous arrive dans mon groupe, mais c'est vrai qu'en termes de maîtrise de l'inflation, on peut saluer les résultats obtenus grâce à l'euro. On imagine en effet la situation du franc avec la situation budgétaire qui serait la nôtre aujourd'hui. Nous partageons aussi vos propositions d'action par rapport à la situation française en matière de maîtrise des dépenses, en matière de nécessité de renforcer la croissance et l'emploi. Quelques questions. Selon vous, pour la maîtrise des dépenses publiques, entre les 3 sphères existantes, État, social et collectivité, selon vous, quelle est la juste proportion dans l'effort à prendre en la matière, et quels sont, peut-être vous mettre en difficulté, mais quels sont les secteurs où les marges sont les plus simples? Sur la baisse de la prévision de croissance de 0,2 points, est-ce que vous pensez que cela peut remettre en cause l'objectif de déficit de 5,4% voté lors du projet de loi de finances? Sur le taux d'emploi aussi, vous préconisez la nécessité de l'augmenter. Quelles sont vos préconisations en la matière? Et enfin, vous le savez, c'est le sujet d'actualité par rapport à la nécessité de renforcer nos dépenses de défense. Quelles sont vos préconisations ou vos réactions par rapport au financement et aux outils de financement de cet effort de dépenses militaires? Fléchage d'un livret, création d'un nouvel outil. Quelles sont vos préconisations ou vos réactions aux propositions qui ont été faites ces derniers jours? D'abord, merci, monsieur le député, de ce que vous avez dit sur l'euro et la maîtrise de l'inflation. Je pense effectivement, dans la situation difficile où nous sommes, heureusement que nous avons l'euro. Sinon, les tensions à gérer sur les différentes monnaies européennes, y compris la nôtre, seraient très difficiles. Alors, vous avez posé ensuite plusieurs questions importantes. Peut-être celle que je traite tout de suite, c'est le 5,4 de déficit. Je crois que c'est encore accessible. Encore une fois, la révision de croissance, qui est modérée, est un des éléments parmi d'autres. Mais ça ne se fera pas tout seul, là non plus. J'ai fait un appel assez fort à la volonté. Alors, sur la répartition de l'effort pour l'avenir, là, vous me posez une question qui va très au-delà de la compétence de la Banque de France. Je crois que ça relève d'un choix démocratique. Je redis le souhait qu'il y ait une répartition, enfin, qu'il y ait un effort juste et partagé, donc que tout le monde se parle plutôt que de s'invectiver. Si je devais donner une répartition très qualitative, je ne vais pas donner de chiffres, je crois que par rapport à l'idée d'une stabilisation globale en volume, nous nous en sommes approchés au passage pendant la période 2014-2018, une période relativement œcuménique puisqu'elle enjambe 2 quinquennats, mais c'est la période où nous avons été le plus proches. Si je glisse une répartition qualitative, mais la Banque de France n'a qu'à émettre un avis là-dessus, elle n'est évidemment pas décideuse. Je pense que l'effort le plus fort doit être côté État. J'ai cité le moins 0,4% de dépenses en volume depuis 2 ans sur l'État. Comme l'État enregistre lui-même l'augmentation de la charge d'intérêt dont j'ai parlé, si on regarde les dépenses primaires hors charge d'intérêt, la baisse est plus significative. Et je crois qu'il faut essayer de continuer dans cette direction. Donc l'État moins que le volume, si on peut. Ensuite, à l'autre bout du spectre, je crois que sur les dépenses sociales, compte tenu des besoins, compte tenu aussi du vieillissement de la population, il faut admettre que nous garderons une progression en volume. Je crois qu'il doit être plus modéré qu'aujourd'hui. Et enfin, sur les collectivités locales, là aussi, c'est pas, ou là non plus, ce n'est pas à moi d'en décider. Mais je crois que si on visait une stabilisation en volume à partir d'une croissance qui a été relativement forte ces dernières années, restant à revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure, de la répartition des dépenses entre fonctionnement et investissement, voilà, on peut imaginer un mix de ce type. Je note que la stabilité des dépenses locales en volume, c'est quelque chose que nous avons réussi sur la période 2014-2018, là aussi. Voilà. Mais vous m'avez entraîné sur un terrain où, normalement, la Banque de France n'a en tout cas pas de pouvoir de décision. Sur l'effort de défense,
Alors, vous avez cité, Monsieur le Président, tout à l'heure le chiffre de 2,6 milliards. Alors oui, c'est le chiffre qui a été avancé à la base industrie de la loi de programmation militaire, pour l'instant de 2,6 milliards d'ici 2030, ce qui porterait à 70 au lieu de 67,6. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était un chiffre définitif, mais c'est le chiffre qui a été avancé. Alors j'ai en tête effectivement la LPM, où nous passons de 50 milliards aujourd'hui à 68 milliards, le chiffre que vous venez de citer, en 2030. Ça serait en plus de la LPM, ce que je... Oui, alors il y a peut-être en plus, c'est là que je n'avais pas vu le chiffre. Alors là, c'est encore moins à nous d'en décider, donc je ne me risquerai pas, et mon incompétence est totale, savoir quel est l'effort légitime. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir un chiffre, il s'agit de voir quels sont les besoins et ce que nous savons faire. Le seul point que je veux peut-être souligner, c'est qu'il me semble que le débat public, non pas ici, mais quelquefois dans ce que je lis, mélange deux questions différentes. Il y a une question qui a avancé la semaine dernière à Bercy, qui est comment est-ce qu'on finance les industriels de la défense, hein ? Donc là, je le redis très clairement, il ne faut pas qu'il y ait d'exclusion bancaire. S'il restait la moindre ambiguïté là-dessus, la Banque de France n'a jamais dit que les banques ne devaient pas financer la défense. Il faut qu'il y ait davantage de fonds propres. Il y a eu des mesures annoncées 1,7 milliard là-dessus. Il y a peut-être d'autres sources. Mais je dirais que cette question est importante. Ça n'est pas la plus difficile, soyons honnêtes. La question la plus difficile, c'est celle qui vient après. La première question, c'est qui va financer les industriels de défense au début. La question difficile, c'est qui va payer à la fin. Or, là, pardon, je vais être sur une réponse très simple. À la fin, c'est l'État qui va payer. Le seul acheteur possible des dépenses de défense, c'est l'État. Ce n'est pas les intérêts privés qui vont acheter des missiles ou qui vont payer la solde des militaires. Et donc... reste à savoir comment nous intégrons ça dans une stratégie pluriannuelle de finances publiques. Voilà, j'ai juste dit, je crois que pour l'instant, je ne veux pas tirer des plans sur la comète en fonction de l'ampleur de l'effort, mais que ça me paraît être une raison de plus pour commencer maintenant cet effort juste et partagé de stabilisation. Alors, pour être exact, c'est l'État, et ce qui a été aussi évoqué, c'est les autres pays qui pourraient acheter notre armement aussi. Voilà. Oui, Monsieur le Président, comment j'avoue que j'apprécie j'apprécie cette forme de débat interactif. Oui, non, je dis simplement parce que c'est une question qui m'est souvent posée. Peut-être j'ai manqué une partie de la réponse. Mais si nous faisons des exportations d'armement vers d'autres pays, très bien. Mais si l'avion se retrouve dans un autre pays européen, il n'est pas chez nous, pardon de ce truisme. Donc sur notre propre effort de défense, je ne suis pas sûr que ce soit un moyen de financement. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais là, quand vous dites l'avion n'est pas là, après se pose la question du débouché pour l'armement. Vous voyez, avec tous les risques que ça a derrière. Christine Arrigui, pardon. Oui, alors merci Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, plusieurs questions. Je voudrais rebondir d'ailleurs sur votre dernier propos. J'entendais Monsieur Lecornu vous expliquer sur France Inter qu'il fallait investir dans l'armement parce que ça rapporte. Enfin voilà, c'était juste une petite remarque par rapport à votre propos. Donc, 3 questions à vous poser. La première concernant les perspectives économiques à moyen terme. Les projections pour 2026 et 2027 montrent une reprise de la croissance à 1,2 et 1,3 respectivement. Quels sont, selon vous, les principaux moteurs de cette reprise supposée et quelles incertitudes majeures subsistent quant à leur réalisation effective? Ma deuxième question, vous évoquez dans vos projections le risque de nouveaux aléas haussiers liés à un surcroît de dépenses militaires. Pourriez-vous nous éclairer sur la manière dont ces dépenses pourraient influencer l'inflation et la croissance à moyen terme et comment la Banque de France envisage de prendre en compte ces éléments dans ses recommandations de politique monétaire? Et ma dernière question, bien que vos projections ne prennent pas directement en compte le phénomène de dédollarisation, nous observons une tendance marquée, notamment avec la Chine et la Russie, qui réduisent leur dépendance au dollar. Dans quelle mesure pensez-vous que cette évolution des systèmes monétaires internationaux pourrait impacter à moyen terme la stabilité financière, la compétitivité des exportations françaises, notamment via l'effet sur les taux de change, ainsi que les dynamiques politiques et commerciales internationales? Je vous remercie pour vos réponses. Voilà, juste une petite aparté par rapport au débat précédent. C'est juste pour vous rappeler que vraisemblablement le 30 avril après-midi, on aura une audition commune avec la commission défense
sur la question de la défense avec les 2 ministres économie et défense, et que début mai, on aura une audition commune avec les affaires économiques sur la question de l'industrie de l'armement et son financement. Monsieur le gouverneur. Alors, je ne crois pas avoir dit il faut investir dans l'armement parce que ça rapporte. Ah, pardon. Alors, qui suis-je pour qualifier les propos de Monsieur Le Cornu? Par contre, je reviens sur votre question qui est qu'est-ce qu'on peut attendre de ça sur la croissance et sur l'inflation? Alors, c'est une question dont les économistes débattent longuement. L'effet sur la croissance, je vais prendre l'exemple allemand, l'effet sur la croissance des dépenses d'infrastructure est clairement positif. Y compris parce qu'on lève un certain nombre de goulets d'étranglement, et tous ceux d'entre nous qui ont eu l'occasion de passer en Allemagne savent que prendre le train y est une aventure, et que sur une autoroute, on a une chance sur 2 de se retrouver dans un bouchon ou des travaux. Je le dis sans ironie, mais là, il y a un point de force relative de la France. Donc l'Allemagne va lever des obstacles à sa croissance potentielle, à sa vitesse de croisière par les infrastructures. La défense n'a malheureusement pas le même effet. C'est-à-dire, l'objectif des dépenses de défense, pardon de le dire très simplement, c'est d'éviter une catastrophe. C'est-à-dire la perte de notre liberté, de la paix et de nos valeurs. De ce point de vue-là, Madame Arigui, et vous savez combien je suis convaincu de la lutte contre le changement climatique, ça n'est pas intellectuellement ou économiquement si différent des dépenses contre le changement climatique. C'est pour éviter une catastrophe. Et l'effet multiplicateur, pour employer le terme des économistes, est plus limité. Je crois néanmoins qu'il faut le faire de façon maîtrisée, proportionnée, etc. Mais on n'augmente pas la croissance potentielle autant que par des dépenses d'infrastructure. Reste que, et c'est le dernier élément d'affinement dans la réponse, mais reste que l'expérience américaine, par exemple, qui a longtemps eu des dépenses de défense très supérieures aux nôtres, montre qu'il peut y avoir un certain nombre de retombées sur la recherche-développement, etc. Internet est né de la défense américaine ou d'autres technologies. Donc, est-ce que ça peut nous permettre de gagner une maîtrise sur l'intelligence artificielle ou sur d'autres techniques? Je crois que ça renvoie à une chose, alors qui est décisive, et je vais venir à votre question sur l'inflation, c'est qu'il faut que cet effort de financement de la défense s'accompagne d'un effort d'intégration de l'industrie européenne d'armement. Si je peux le dire simplement, il y a aujourd'hui plus de défense en Europe. J'entends pas encore parler beaucoup plus d'Europe de la défense, ce qui n'est pas la même chose. Et ça, c'est très déterminant pour votre question sur l'inflation. C'est que si la capacité de production s'accroît au même rythme que s'accroît les financements, là, nous ne voyons pas de menace particulière sur l'inflation. Si on recrée des goulets d'étranglement, alors là, il y a un risque. Il nous semble néanmoins, je l'ai dit au début, que la nouvelle donne est dangereuse, incontestablement. Elle est dangereuse aux États-Unis sur l'inflation et sur la croissance. En Europe, elle est moins dangereuse sur l'inflation parce que notre économie est beaucoup plus loin, malheureusement, du plein potentiel. Donc il y a des réserves de production supplémentaires en Europe. Mais j'insiste beaucoup sur la nécessité d'une intégration européenne en matière d'armement. Il va falloir dépasser un certain nombre d'égoïsmes, soit industriels, soit même nationaux. Nous devons gagner ensemble en la matière. Il m'arrive de dire, je crois que je l'ai dit, qu'une des limites vraiment de la vision Trump de l'économie mondiale, c'est le jeu à somme nulle. N'ayons pas cette vision sur l'économie européenne. Ce qui se passe dans un pays n'est pas au détriment des autres. De temps en temps, il faut qu'on essaye de croître ensemble. Aussi, c'est un grand débat. Jean-Paul Mattei. Ah, pardon. Comment ? Ah, pardon, excusez-moi. Non, vous avez tout à fait raison sur le fait qu'un certain nombre de grands pays émergents se méfient plus du dollar. C'est les BRICS en général. Il est sûr que ce qui se passe depuis 2 mois aux États-Unis risque de renforcer cette défiance. Alors je vais quand même formuler un souhait. Je crois qu'il serait quand même très souhaitable que nous n'allions pas vers une fragmentation totale du système monétaire international avec un bloc dollar, un bloc euro, un bloc renminbi si je prends la monnaie chinoise, etc. Parce que là, nous ajouterions des cloisons à l'intérieur de l'économie mondiale qui diminueraient encore le potentiel de croissance. Qu'on aille par contre vers un monde qui soit plus multipolaire en matière monétaire, où l'euro est d'ailleurs son rôle à jouer, c'était la question posée tout à l'heure, me paraît souhaitable, mais il faut que ce monde soit régulé.
On n'a pas eu l'occasion beaucoup, Monsieur le Président, de parler des risques de la dérégulation financière américaine, mais ce sont des risques tout à fait sérieux pour l'avenir. Si on veut un système d'échange qui inspire confiance, qui est la caractéristique première de la monnaie, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles communes sur la solidité du système financier. Si j'osais, je dirais plusieurs monnaies, mais des règles communes, et c'est ça, aujourd'hui, ma principale inquiétude. Jean-Paul Maty. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Gouverneur, pour ces explications claires et à la fois un peu angoissantes, mais rassurantes aussi, parce que vous avez une vraie vision. Je voudrais rebondir là sur l'effet de la croissance. Vous avez prévu donc une baisse de la croissance de 0,2 points par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Est-ce que vous, et les prévisions de l'année 2026-2027, est-ce que vous, justement, vous intégrez ces dépenses militaires complémentaires dans cette, qui pourraient, là aussi, stimuler la croissance, pas que pour le marché français, mais également pour le marché européen? Ça, c'est ma première question. Ensuite, je voudrais revenir sur le rôle de la Banque de France, et je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure le rapporteur général, sur le rôle de la Banque de France par rapport aux indicateurs qu'elle pourrait donner à Bercy pour l'établissement des budgets. Vous l'avez dit, vous avez à peu près 8500 appels auprès des entreprises de manière récurrente. Donc vous collez à l'activité, et on a été étonné d'ailleurs, c'est un peu le rôle de notre commission d'enquête de voir le décrochage de recettes de TVA et d'IS. Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui est mis en place entre la Banque de France et Bercy pour donner ces éléments? Parce que vous collez beaucoup plus à l'actualité en appelant les entreprises. Vous connaissez l'état de commande, les carnets de commandes et autres. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre quelque chose en place plutôt que des critères qui sont un peu étonnants, comme des multiples d'excédents bruts d'exploitation et autres? Enfin, est-ce qu'on a un bilan des PGE? Vous avez parlé de beaucoup de création d'entreprises, mais il y a aussi beaucoup de défaillances d'entreprises qu'on constate dans beaucoup de secteurs. Et où en est-on au niveau des remboursements des PGE? Qu'est-ce qui reste? Quelle est la fragilité? Et l'idée qui avait été souvent émise de transformer ces PGE en fonds propres, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le financement en fonds propres, les besoins des entreprises. Est-ce qu'on peut avoir un petit bilan de l'état des PGE actuellement, remboursés ou pas remboursés? Alors, ce sont aussi des questions importantes. Sur la première question, nous n'avons pas intégré l'effet éventuel de dépenses militaires sur la croissance française. Nous n'intégrons pas un effet négatif des mesures protectionnistes Trump. J'ai cité un ordre de grandeur. Nous n'intégrons pas en sens inverse l'effet positif d'une mobilisation européenne. À très court terme, pour l'année prochaine, je pense qu'il est relativement limité. Ensuite, vous avez raison, ça peut jouer. Alors, vous êtes revenu effectivement, après le rapporteur général, sur la question des indications vis-à-vis de Bercy. D'abord, merci de ce que vous avez dit de très positif sur la qualité des prévisions de la Banque de France. Je vais quand même dire deux limites. J'ai parlé d'humilité dès le début de mon propos. D'abord, nous ne prétendons pas sur la croissance elle-même avoir la vérité révélée. Je pense que nous faisons notre travail avec indépendance, crédibilité, mais aujourd'hui, encore une fois, prétendre savoir à la décimale près ce qui va se passer sur la croissance 2025 et 2026, ça ne serait pas sérieux. Je vais même dire que l'année dernière, nous avions un peu péché par excès de prudence. C'est-à-dire que la prévision initiale de la Banque de France sur l'année 2024 était nettement en dessous du 1,1 qui a été finalement constaté. Voilà, je le dis de façon transparente, on avait un peu sous-estimé l'effet des Jeux Olympiques et le très fort rebond du deuxième trimestre. Bon, mais je crois que nos prévisions sont crédibles, ce qui ne veut pas dire certaines. La deuxième limite, alors elle est très réelle, c'est par rapport à ce que vous dites sur les multiples, sur les recettes fiscales. C'est objectivement très compliqué. Voilà. Et la Banque de France n'a pas de simulateur, par exemple, des recettes d'IS. Je pense que nous sommes plutôt bons, en tout cas parmi les meilleurs sur les prévisions de croissance, mais nous n'avons pas de savoir-faire en termes de recettes fiscales. Donc je crois qu'il faut prendre plusieurs sources, les plus indépendantes possibles et dans la transparence. Sur le bilan des PGE, je crois qu'ils ont été un succès. Ils se remboursent bien. Ils sont remboursés aujourd'hui à plus de 70%. Et il y a eu des estimations de taux de perte, vous les connaissez depuis le début, de l'ordre de 4 à 5%. Elles nous ont très peu changé jusqu'à présent.
Je vais formuler un souhait ici. Je pense que l'immense majorité des PGE sont destinés à être remboursés. Parce que s'ils ne sont pas remboursés, j'enfonce une porte ouverte, ça fait de la dette publique supplémentaire. Hein, et ça n'est pas parce que le créancier est l'État que ces prêts ne doivent pas être remboursés. Et heureusement, la très grande majorité des entreprises françaises sont en situation de pouvoir rembourser leurs PGE. Donc, vous le savez, monsieur le député, j'ai toujours été très prudent sur cette idée de transformation en fonds propres, en tout cas systématique. Ça n'est pas exclu au cas par cas d'avoir des restructurations. Nous avons d'ailleurs une procédure avec la DGFiP et l'État dans chaque département. Et puis, il y a la médiation du crédit, dont j'en profite pour redire qu'elle est ouverte à toutes les entreprises dans vos départements de façon gratuite et efficace, qui n'est d'ailleurs pas aujourd'hui submergée de dossiers. Donc, on entend évidemment plus parler d'un certain nombre de cas de difficultés sur les PGE. Nous sommes disposés à les traiter, mais je crois que dans l'ensemble, c'est une histoire positive et qui a heureusement contribué à éviter l'arrêt du Covid et qui se rembourse aujourd'hui en temps et en heure. Michel Castellani. Vas-y, Michel. Oui, merci, Président. Deux questions sur deux sujets différents. Vous nous avez fait connaître votre opinion, qui est assez réservée d'ailleurs, sur les crypto-monnaies. On sait qu'il existe une ribambelle de prestataires de services sur actifs numériques, les PSAN, enregistrés par l'AFM ou agréés. On a vu Meta, en son temps, tenter de lancer sa monnaie privée, ce qui a créé d'ailleurs une belle panique. De leur côté, certaines banques centrales ont décidé de lancer leur monnaie numérique. Donc on connaît leur instabilité, on connaît les débats, on connaît les avis assez contradictoires qu'elles suscitent. Je vous demande donc, non pas le regard que vous avez porté sur les cryptos, puisque vous nous l'avez déjà donné, mais la question suivante, les considérez-vous comme une menace pour le système monétaire et financier? Je change de sujet. Le premier président de la Cour des comptes a estimé, je cite, que le retour au quoi qu'il en coûte serait irresponsable et conduirait à la paralysie, puis à l'accident. L'effort budgétaire que nous devons consacrer à la défense est indispensable, mais ne peut se faire au détriment de nos finances publiques. Fin de citation. Face à ces affirmations, quel est le sentiment du gouverneur de la Banque de France? Voilà. Merci. Sur votre premier point, alors je ne reviens pas effectivement sur ce que je crois essentiel sur les monnaies publiques. Vous avez posé la question de la menace des cryptos. Alors d'abord, les cryptos ne sont pas une monnaie pour deux raisons fortes, mais qu'il faut rappeler. La première, c'est qu'ils n'ont pas pouvoir libératoire. Et, monsieur le député, vous connaissez très bien la Banque de France, donc je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus. Payer en crypto, aujourd'hui, ça dépend de la bonne volonté des deux parties, qui est assez rare. Bon. Et deuxièmement, et surtout, personne n'est responsable de la valeur des cryptos. J'accepte une responsabilité partagée avec Christine Lagarde, avec les membres du Conseil des gouverneurs, sur la valeur de l'euro. Si nous ne faisons pas bien notre travail sur la défense de la monnaie et de la stabilité des prix, on a le droit non seulement de nous demander des comptes, mais d'en tirer des conséquences même plus graves. Il se trouve qu'on l'a globalement pas trop mal fait. Personne n'est responsable d'une volatilité très forte des cryptos. Alors je rappelle, on a parlé là du boom des cryptos, au prix, si vous me permettez d'ailleurs, de conflits d'intérêts assez remarquables entre certains responsables publics américains et certains actifs privés. Il se passe des choses étonnantes. Mais il faut se rappeler qu'il y a 3 ans ou 2 ans, on parlait de l'hiver des cryptos, quand il y a eu la faillite de FTX et de quelque chose. Donc ça reste extrêmement volatile. Et donc, la menace des cryptos, elle dépend de nous, si je veux dire. Enfin, le fait qu'ils deviennent menace. Je crois que ça peut être un instrument d'investissement, sous réserve qu'il s'agisse d'investisseurs avisés, prêts à prendre des risques, informés et protégés contre un certain nombre de dérives, notamment le blanchiment. Les cryptos ne doivent pas servir à des transactions illégales. C'est l'objet de la réglementation MiCA que nous avons adoptée en Europe et que nous avions d'ailleurs préempté en France avec la réglementation des PSAN que vous aviez adoptée. C'est une réglementation qu'on attend toujours aux États-Unis, entre nous. Donc il peut y avoir une menace pour les investisseurs s'ils ne sont pas assez protégés par la régulation, mais je crois qu'il n'y a pas de menace systémique si, clairement, nous continuons à avoir un système de monnaie publique, d'où, voilà, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit à propos de la monnaie numérique de banque centrale.
Sur le quoi qu'il en coûte, je crois, ça doit être, je ne sais pas, par communication de pensée, avoir dit à peu près la même chose que le premier président de la Cour des comptes que vous avez cité. J'ai peut-être même redit là qu'il ne fallait pas de quoi qu'il en coûte pour la défense. Alors ensuite, le mur, l'impasse, etc., ça c'est des mots voilà, qui appartiennent légitimement à Pierre Moscovici. Moi, j'ai parlé d'un enfoncement, mais je crois de toute façon que nous ne pouvons pas continuer les choses comme elles sont, parce que c'est l'affaiblissement de notre pays et c'est contraire à l'intérêt national. Je me permettrais de dire, puisque vous aimez bien les petites questions comme ça, tout à l'heure vous avez parlé de la répartition de l'effort, et vous ne m'avez pas répondu sur la question des recettes. C'est-à-dire la question que je vous avais posée. Je vous avais posé une question sur le fait que c'est la baisse des recettes qui explique largement non, objectivement, c'est les deux. Bah, écoutez, on pourra avoir un débat de chiffres. Bah, je peux avoir un débat de chiffres. Si vous mettez en dehors la question de les frais Covid, les dépenses publiques baissent dans le PIB depuis 2017. Les recettes, il manque 60 milliards maintenant par an. Et ici même, à votre place, il y a dans une commission d'enquête, il y a quelques jours, Gabriel Attal a non pas seulement reconnu, mais a revendiqué cette évidence que les dépenses publiques n'augmentaient pas et que le problématique, c'était les recettes. Alors, il n'en tire pas ma conclusion, mais au moins, ça s'est admis. Donc, moi, ma question, elle est là. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher du côté des recettes là aussi, pardon. Les dépenses de l'État. Oui, ce qui est une petite nuance. Enfin, plus qu'une petite nuance. M. Cazeneuve a raison. Je me réjouis de cette concorde transpartisane et importante. Non, il faut regarder les dépenses publiques dans leur ensemble. Moi, encore une fois, je ne suis pas là pour commenter les propos de tel ou tel. J'ai dit depuis assez longtemps, y compris devant cette commission, ce que je pensais d'un certain nombre de baisses d'impôts non financées. Vous m'en donnerez acte, Monsieur le Président. Pour autant, quand je regarde malheureusement l'évolution de notre dette publique, ça ne date pas des dernières années. Nous partons, alors je rappelle toujours que quand j'avais 20 ans, c'était il y a extrêmement longtemps, mais nous sommes en 1980. Nous partons de 20% de dette publique sur PIB. Et ensuite, décennie par décennie, l'image se dégrade. Et nous sommes aujourd'hui à 112%. Donc un jeune qui part dans la vie, aujourd'hui, a un sac à dos presque 6 fois plus lourd que moi quand je suis parti dans la vie. Ouais. Nous manquons très gravement à la solidarité intergénérationnelle. Ouais. Alors il peut y avoir des causes du côté des recettes, mais il y a quand même structurellement des dépenses publiques beaucoup plus fortes en France que dans les autres pays. Et je redis que je crois profondément au modèle européen, au modèle de service public, au modèle de solidarité. Encore plus aujourd'hui. Il faut évidemment mieux aujourd'hui être européen qu'américain. Mais nous n'avons pas besoin pour ça que ça nous coûte beaucoup plus cher que nos voisins européens. De temps en temps, on peut aller regarder qu'est-ce qui est le plus efficace chez les autres. Bon. C'est votre audition, c'est pas notre débat, mais on le fera volontiers. On parlera de la dette privée aussi qui remplace la dette publique dans pas mal de pays. Monsieur Foucard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, Jean-Philippe Tanguy s'excuse, il avait un rendez-vous, il a dû quitter, mais vous n'avez pas répondu à sa question sur l'arrêt du reversement à l'État des dividendes, puisque c'était plusieurs milliards qui étaient reversés à l'État chaque année, et là, depuis 2 ans, il n'y a plus rien. Et sur le déficit de la Banque de France, quelles conséquences, si cette situation devait perdurer? Quelles conséquences pour la Banque de France? Merci. Alors d'abord, vous avez tout à fait raison. Il se trouve qu'entre-temps, j'ai récupéré le chiffre, donc c'est l'occasion. La Banque de France a versé, depuis 2015, 32 milliards d'euros au budget, sous forme à peu près moitié-moitié d'impôts sur les sociétés et de dividendes. C'est beaucoup. L'objectif de la Banque de France n'est pas de faire les profits maximum, mais de reverser au maximum à l'État. Nous ne sommes pas une machine à recettes, nous sommes une machine à stabiliser les prix. C'est ça notre premier objectif. Mais il se trouve que la politique monétaire qui devait être menée à ce moment-là, notamment, c'était votre question tout à l'heure, Monsieur le Président, parce que les banques avaient des dépôts à taux négatifs, dont elles se plaignaient, à l'époque dégageaient des profits exceptionnels. Et nous en avons reversé l'essentiel à l'État, l'autre partie sous forme de provision que nous utilisons. Si on regardait d'ailleurs le bilan global de cette politique monétaire dite non conventionnelle, il est encore plus favorable pour l'État parce qu'il y a un effet assez important de baisse des taux d'intérêt sur la dette publique, qui n'est pas compté dans les 32 milliards dont je parle.
Sur votre deuxième question, il n'y a pas de conséquences sur la solidité de la Banque de France, ni, je l'ai dit, sur le déficit ou la dette publique, d'autant que peut-être nous n'avons pas assez souligné quand nous avons publié nos comptes la semaine dernière, mais par rapport à ces pertes de 17 milliards avant reprise de provision de l'an dernier, les chiffres 2025... Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres, monsieur le député, parce que ça dépend beaucoup de la trajectoire des taux d'intérêt. Mais ce que je peux dire aujourd'hui devant votre commission, c'est que les chiffres de perte 2025 devraient être significativement inférieurs à ces chiffres 2024. Donc, nous sommes assez solides pour porter sans conséquence pour les Français et sans conséquence sur la politique monétaire. Allez-y. Mettez votre micro, par contre. J'y suis. Monsieur Girard, pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, la politique monétaire menée par la BCE a, ces derniers mois, cherché à juguler l'inflation par un resserrement rapide des taux. Ce choix était nécessaire, mais il soulève désormais une question d'équilibre. D'un côté, l'inflation semble ralentir, ce qui pourrait justifier une inflexion. De l'autre, la croissance reste fragile. Et un maintien trop prolongé de taux élevés pourrait pénaliser l'investissement et la dynamique économique, en particulier en France, où les contraintes pesant sur certains secteurs se font déjà sentir. Vous avez récemment évoqué la nécessité d'une approche pragmatique, mais où placer le curseur entre prudence et anticipation? Pensez-vous que la BCE puisse se retrouver dans une posture de resserrement excessif par souci de crédibilité, au risque de freiner inutilement l'économie? Vas-y. D'abord, vous avez raison sur le fait qu'il y a un jugement d'ensemble à porter. Alors, j'apporte quand même, par rapport à votre question, une bonne nouvelle, c'est que nous sommes en face de baisse significative des taux. Nous étions montés à 4%, ce qui était moins que les autres banques centrales, je vais y revenir. Et depuis juin dernier, nous avons été les premiers à baisser les taux d'intérêt, et c'est nous qui les avons baissés le plus. Donc notre première baisse date de juin dernier, et nous sommes aujourd'hui, après 6 baisses, à 2,5%. Je souligne, parce que cette comparaison est très rarement faite, que dans le même temps, la Banque d'Angleterre est encore à 4,5% et que la Fédérale Réserve américaine est à 4,25%. Donc, alors que les niveaux d'inflation ne sont pas si différents. Donc vous voyez que la Banque Centrale Européenne essaye vraiment de modérer au maximum le recours à l'arme monétaire. Alors pour l'avenir, merci d'avoir noté cet adjectif pragmatique, qu'effectivement j'emploie souvent. Alors pardon, puisque je suis dans l'autocitation, je vais continuer. En général, je parle de pragmatisme agile. Bon. Pragmatisme, ça veut dire quoi? C'est qu'on fait selon les données. Et dans l'environnement de grande incertitude, je crois qu'il faut regarder les données observées et les données prévisionnelles. Agile, c'est qu'on n'hésite pas à baisser quand on le peut. Donc j'ai eu l'occasion de dire récemment que je pensais qu'il y avait encore une marge de baisse des taux parce que le processus de désinflation paraît solide en Europe. Maintenant, à quel rythme? Je crois que ceci et avec quelle amplitude et selon quel calendrier, je crois que ceci dépendra des données qui sont devant nous. Mais nous sommes aujourd'hui, depuis juin dernier, quand même dans une phase de relâchement sensible qui aide l'économie. Nous ne perdrons pas la boussole numéro 1 qui est l'inflation, parce que c'est aussi le souci numéro 1, vous le savez encore mieux que moi, de nos concitoyens. Je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas trop opposer inflation et croissance, parce que le fait d'avoir confiance dans une inflation stabilisée autour de 2% est un élément important de réassurance de nos concitoyens sur leur consommation et leur pouvoir d'achat, et puis des entreprises sur leurs investissements. Rappelez-vous, quand on avait cette inflation très forte, l'incertitude pénalisait la croissance. Excusez-moi. Quoi? Oui, là vous parlez de taux à 2 ans. Oui, je parle des taux. Pardon, les taux courts qui sont ceux que nous décidons. Les taux longs, ils sont décidés par les investisseurs et sur les marchés. Et c'était effectivement la question tout à l'heure d'un parlementaire à propos de la remontée en Allemagne. Ça ne dépend pas de nous. Je note simplement que c'est associé à une bonne nouvelle en Allemagne et que la remontée des taux longs a moins d'effet sur l'économie et est moins forte que la baisse des taux courts.
en termes, pardon d'employer le terme technique, la courbe des taux s'est pentifiée, c'est-à-dire qu'elle est remontée vers le long terme, mais qu'elle a baissé davantage vers le court terme. Et globalement, c'est quand même, c'est pour ça que je cite les chiffres du crédit immobilier, c'est quand même gagnant pour le financement de l'économie. Pardon, je n'ai pas répondu à votre question. J'avoue que j'ai cité le taux sur le 10 ans français, j'ai 3,5 ce matin. Et si je prends le crédit immobilier, puisque vous parliez de la construction, nous sommes aujourd'hui en moyenne, je vais initier les moyennes, à 3,3. C'est un peu plus bas que la moyenne historique des taux du crédit immobilier. Si vous regardez sur les 20 premières années, de 2000 à 2020, jusqu'au Covid, on était autour de 3,5, 3,6. Je ne vais pas dire que ça s'arrêtera là, je ne le sais pas. Je dis simplement que la référence en termes de taux de crédit immobilier ne peut pas être les taux exceptionnellement bas de la période Covid. Vous vous souvenez, quand on pouvait emprunter à 1 ou 1,5, c'est des taux qu'on n'avait jamais vus et qu'on ne reverra pas. Voilà. Nous sommes aujourd'hui à des taux assez proches de la moyenne historique. Ok, merci. J'ai une dernière question à vous poser, c'est à l'employeur. Et ça ne vous étonnera pas que je vous la pose quand même. La Banque de France a réduit ses effectifs de 28% entre 2015 et 2024, soit une baisse de 3 382 équivalents temps plein. Et en 30 ans, elle a perdu plus de la moitié de son personnel. Alors, je sais que c'est au niveau des gains de productivité que vous le justifiez, mais quelle est votre analyse sur les conséquences sur les conditions de travail et notamment les risques psychosociaux par rapport à ça? Alors, nous sommes extrêmement attentifs depuis toujours à la Banque de France, au pacte social et au respect dû à chacun. Je le disais tout à l'heure, je crois que la grandeur de la Banque de France, c'est d'avoir un pacte social où on garde tout le monde à bord. Je connais pas mal d'entreprises qui ne le font pas. Et quand nous avons diminué nos effectifs, ça a été par non-remplacement de départ à la retraite, même si nous avons gardé un volume de recrutement élevé. Nous avons encore renforcé cette attention depuis 1 an et demi maintenant, en lançant un programme bien-être au travail qui comporte 6 actions, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais sur lequel nous sommes extrêmement mobilisés, dont nous rendons compte régulièrement au personnel et aux élus. Nous avons d'ailleurs interrogé chaque année avec des baromètres de qualité de vie au travail. Ils ont tendance plutôt à montrer une amélioration sur la période récente. Je suis attaché, je le redis, à ce que le pacte social de la Banque de France reste aussi fort, aussi respectueux des salariés qu'il l'a toujours été. Je fais référence aux expériences des uns et des autres et aux divers bancs de cette Assemblée. Le pacte social de la Banque de France n'est pas considéré comme un des plus inhumains de France, et tant mieux. Et tant mieux. Je n'ai jamais séparé, dans mon engagement personnel et professionnel, l'attention sociale et l'efficacité du service public que nous devons à nos concitoyens. Je crois qu'il faut effectivement être très présent auprès de chacun, et notamment de ceux qui peuvent être touchés par les changements ou de ceux qui sont en situation plus fragile. Une des 6 actions, c'est d'être encore plus attentif aux situations de fragilité. Nous sommes un employeur qui garde tout le monde et qui a peut-être, de ce point de vue-là, des situations de fragilité auxquelles il peut être attentif. D'autres entreprises, pardon de le dire, ne gardent pas les gens qui sont en situation de fragilité. Je crois que ce pacte social, c'est un peu notre honneur, mais c'est aussi notre devoir d'être attentif. Si vous me permettez, je sais pas si c'est la dernière question, mais ce sera peut-être le mot de la fin. Une de mes convictions profondes, c'est que le service public peut à la fois allier solidarité et efficacité. Pardon de le dire aussi simplement, mais ne nous renvoyons pas ces 2 valeurs à la figure, parce que nous risquons de perdre sur l'un et l'autre front. Ce ne sera pas le mot de la fin, parce que je n'avais pas vu M. Casterman. Allez-y rapidement, M. Casterman. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, Monsieur le Gouverneur, je vous remercie. Une question qui porte sur la détention de la dette publique par les non-résidents. Dans le rapport d'information sur la détention de la dette de l'État par les résidents étrangers, présenté par mon collègue Kevin Meuvieux, il est indiqué que la part des non-résidents est beaucoup plus élevée que 53% si l'on soustrait les montants détenus par la Banque de France au titre des opérations de politique monétaire. On arriverait alors au chiffre de 72% en 2023, soit le chiffre le plus élevé des pays de l'OCDE, ce qui pose une question de souveraineté budgétaire. Alors que votre
Honorable institution publie régulièrement un état des lieux sur l'émission et la détention des titres de dette françaises, ainsi qu'une étude dite Protide permettant de mieux appréhender le statut de résident ou non résident. Ne faudrait-il pas que la Banque de France renforce son travail d'information pour connaître l'origine géographique ou la nationalité des détenteurs de notre dette publique? S'il vous plaît, j'attends une réponse sur ce sujet. Je vous remercie. Allez-y. Oui, vous avez cité un chiffre en enlevant la Banque de France. Ça permettrait de dire que la Banque de France est bien une institution résidente. J'espère que nous sommes tous d'accord là-dessus. Ou sinon, je change de métier. Je veux dire, moi, je suis, comme vous, profondément attaché à mon pays, patriote de toutes mes tripes. Donc la Banque de France est une institution résidente. Donc de ce point de vue-là, un calcul qui consiste à considérer qu'elle est apatride et qu'on ferait... Voilà, je ne peux que le récuser. Alors, sur est-ce qu'il faut plus de détails par origine, là j'avoue que je touche un peu ma limite technique, je ne sais pas si on peut le faire. Je note simplement que, je ne sais pas quelle est la proportion idéale entre résidents et non-résidents, mais le fait de pouvoir bénéficier d'une partie de l'épargne, je pense qu'il y a une part européenne assez significative, mais je préfère ne pas vous dire de bêtises, on va regarder ce qu'on a. Mais le fait de pouvoir bénéficier d'une épargne européenne et internationale nous permet quand même de maintenir les taux longs dont parlait votre collègue à niveau relativement maîtrisé. Je crois que ça serait dommage de se priver complètement de l'épargne extérieure. Mais voilà, nous sommes attentifs à ce sujet. On va regarder si on a la répartition. J'ai pas souvenir que le député qui avait fait le rapport était venu nous poser la question. Mais... Merci. Chers collègues, je vous rappelle que à 15h, on a la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes en séance. Ensuite, on a, à huis clos, dans le cadre de nos travaux menés en tant que commission d'enquête, l'analyse du rapporteur général sur les prévisions de recettes à 16h30. Pendant que je raccompagne Monsieur le Gouverneur, je propose que Aurélien Lecoq, alors je ne vois plus Monsieur Renaud, il est parti. On peut prendre Monsieur Casterman. Non, on va prendre du coup Madame Sophie Maître, on va faire dans la parité. Vous soyez là pour le dépouillement, ça ne vous dérange pas, hein? Voilà, vous allez dépouiller pendant ce temps-là qu'on donne le résultat.